Salut! Moi, c'est Geneviève. Je suis une adulte qui bégaye et candidate à la maîtrise en orthophonie. Dans cet épisode de Je suis un podcast avec Judith, qui est orthophoniste, on reçoit Pierre-Luc Racine, un adulte qui bredouille en plus d'être humoriste et animateur du podcast 3 bières, qui a été nominé 3 fois aux Oliviers. Pierre-Luc nous partage généreusement son parcours avec le bredouillement, une variation de la parole que l'on confond souvent à tort avec le bégaiement. Parallèlement à l'expérience et à l'histoire de Pierre-Luc, Judith présente la définition et les critères diagnostiques du bredouillement. On discute aussi, entre autres, d'occuper la scène lorsque notre parole sort du lot, ainsi que du terme bredouillement que l'on aimerait vraiment changer. Finalement, on vous avertit qu'on a eu tellement de fun qu'il était difficile de nous arrêter. On espère que vous aurez autant de plaisir à écouter l'épisode que nous en avons eu à l'enregistrer. Bonne écoute! Salut Judith! Hey, salut Geneviève! Aujourd'hui, à Je suis un podcast, on va parler de bredouillement, qui est une variation de la parole qui ressemble beaucoup au bégaiement et qu'on confond souvent d'ailleurs avec le bégaiement. Pour en parler, on reçoit Pierre-Luc Racine, qui est une personne qui bredouille et qui est aussi humoriste, animateur du podcast 3 bières, rédacteur à Urbania, auteur et même ancien actuaire. Salut Pierre-Luc! Bonjour Geneviève, bonjour Judith et bonjour à tout le monde en ce moment qui écoute. Donc, on peut rapidement dire comment on s'est connus. En fait, c'est mon ancien voisin qui m'a recommandé un de tes articles que tu as écrit sur Urbania et qui s'appelle Je me suis tannée d'être le gars qui parle mal. Et c'est un article qui porte sur ton bredouillement. Ce que mon voisin disait, c'est que ça lui faisait penser beaucoup au bégaiement. Et il a raison. Et quand j'ai partagé cet article-là à Judith, elle a capoté, et j'ai capoté aussi quand je l'ai lu. On s'est dit que ça serait vraiment pertinent que tu viennes à Je suis un podcast. Et quand on t'a écrit, en fait, pour t'inviter, on s'est dit que t'accepterais pas parce que t'es un big shot. Donc, on te remercie vraiment d'être présent. Je suis pas un big shot, je fais mon épicerie très tranquille. J'ai même pas encore le swipe up sur Instagram, fait que come on, venez m'aider à avoir le swipe up à Constal Pierre-Luc, venez me voir bredouiller à mes stories. Non, c'est ça, c'est fou parce que quand je suis un artiste et quand on est un artiste et qu'on fait des articles sur Internet, c'est comme toutes des bouteilles à la mer. Chacun de mes projets est des bouteilles à la mer, puis des fois, il y en a qui résonnent plus, d'autres il y en a qui tombent dans le beurre. Puis cet article-là, on m'en a beaucoup parlé. J'ai été invité à parler à des étudiantes en maîtrise en orthophonie, je pense, ou des choses comme ça. Puis ça résonne beaucoup avec beaucoup de monde, puis je suis content parce que une fois plus, mon but en tant qu'artiste, c'est de connecter avec les gens, puis si je connecte avec eux, ben je suis content. Fait que c'est ça qui est cool, puis merci de l'invitation. Je suis... il y a une époque où j'aurais été plus gêné de parler de comment je parle, mais là, ça me fait plaisir, puis à cette heure qu'il y a un mot là-dessus, puis que je fais attention, ou j'essaie de faire attention, j'ai moins de gêne qu'avant. Fait qu'aujourd'hui, c'est super cool parce que c'est la première fois au podcast qu'on va parler de bredouillement. On voulait savoir, Pierre-Luc, comment ça s'est passé pour toi quand tu étais plus petit? T'sais, comment t'as découvert, en tout cas, ou comment ça t'est arrivé ça t'est venu de dire « Ah, ben, je pense que j'ai un bredouillement. » Comment ça s'est passé pour toi? Quand j'étais petit, c'est pas moi qui le savais, c'est les autres qui me le disaient, que je parlais vite. Moi, c'est une affaire que je m'en rends pas compte quand je parle vite. En fait, des fois,
des fois, ça va, tabarnane, des fois, ça va m'arriver que je vais m'enfarger comme ça parce que, genre, je vois le mot qui s'en vient puis je suis comme, ah non! Mais, ça m'arrive des fois de parler rapidement sans m'en rendre compte. Puis quand j'étais jeune, je m'en rendais vraiment pas compte. Fait que si on me le disait, tu parles bien vite. Puis là, je suis comme, mais non, c'est juste normal, je parle normalement. Puis, essentiellement, quand j'étais jeune, je me faisais insulter à l'école parce qu'évidemment, dès que t'es un petit peu différent à l'école, tu fais rire de toi pour n'importe quoi. Fait qu'à un moment donné, ça y a passé, mais on me disait des choses genre articule quand tu jappes, des choses de même qui sont pas super fines, mais c'était pas vraiment... On dirait que le fait que je m'en rendais pas compte m'aurait pas empêché tant que ça à faire des choses. Dans le sens que si j'étais... si je m'entendais parler, peut-être que j'aurais peut-être plus été gêné ou des choses comme ça. Mais comme je m'en rends pas compte, puis aussi, les gens autour de moi s'habituent. Fait qu'à un moment donné, je finis vraiment par oublier que je parle rapidement. Puis c'est lorsque je vais faire une commande à l'auto que là, ça devient comme vraiment plus rough. Là. Mais sinon, à part de ça, fait que là, j'ai tout le temps grandi avec ça. Qui était un problème, mais qui est pas un problème important tant que c'en est pas un, parce qu'avant, je suis actuaire, fait que pas besoin vraiment de... J'envoie des courriels en anglais, là. Ma job, c'est quasiment rien ça. Puis des fois, je parle au téléphone avec des clients. Mais là, en 2017, j'ai commencé à convoiter d'autres avenues que l'actuariat. Puis notamment faire de la scène. Puis même depuis 2011, j'avais le podcast 3 bières, podcast nominé aux Olivier 2 fois. Genre, ça me dérangeait pas. On dirait que les gens finissaient pareil par embarquer avec moi dans mon univers et comment je parle. Puis ça me dérangeait pas tant. Mais là, comme je commençais à faire du stand-up, je trouvais ça important de pouvoir... Je peux pas me reprendre aussi facilement. C'est pas une discipline qui permet de faire « Hey, excusez, c'est ça que je voulais dire », puis c'est comme le moment est passé, le moment est passé. C'est pas... C'est comme quand t'es au karaoké puis que tu montes tu manques le beat, le début d'une tune, t'es comme là, ou t'es comme en avance du beat, c'est comme une fois puis c'est maintenant, là. Fait que là, j'avais fait un cours qui s'appelait Voix et diction dans une école de théâtre qui s'appelait les ateliers Denise Fichot. Denise Fichot? En tout cas. Madame Fichot qui a des tutrices excellentes et très pertinentes. Puis, dans ce cours-là, essentiellement, j'ai été coaché par une fille de théâtre qui fait beaucoup de voix, beaucoup de voice-over, beaucoup de choses à la télé, comme tu vas entendre, mettons, des fois, cette semaine à Z-Télé, puis des choses comme ça. Elle faisait ça dans pour Canal D, là, comme, mettons, c'est quoi déjà, mettons, cette semaine, un tueur si proche, puis là, ou des choses comme ça. Fait que, ouais, ok. Fait que, tu sais, elle, son coaching était super intéressant, super pertinent, parce qu'elle avait aussi une bonne base de phonétique. Cependant, moi, ce que j'ai appris là-bas, c'est pour me faire ralentir, fallait que je parle vraiment fort puis que je surarticule. Tu sais qu'elle m'a dit, parce que c'est une fille de théâtre, puis sur une scène, faut projeter, parce que t'as pas de micro au théâtre. Puis même si en stand-up, on a un micro, turns out que comme c'est pas ça le vrai problème, ça l'a réglé un petit peu, ça m'a pareil aidé à avoir quelques notions puis quelques exercices d'échauffement de voix, mais c'était pas ça le vrai problème. Fait que naturellement... Fait que ça t'a aidé un peu dans ton stand-up pour certains aspects, mais tu te rendais compte qu'il y avait encore du bredouillement, des petits bouts qui allaient trop vite, qu'on comprenait pas. Oui, c'est ça. Puis à l'époque, j'avais pas l'expression bredouillement, là. Fait que ça, c'est une affaire. Fait que j'avais juste des accrochages. J'avais juste des difficultés avec certains mots. J'avais la difficulté avec des mots longs, avec des phrases longues. J'avais de la misère à plein d'affaires qui restaient encore. Ben, ouais, je suis curieuse. Tu nous dis justement, c'est quand t'as été en orthophonie que là, t'as eu le mot bredouillement. C'est ça, hein? Exact. Je sais pas exactement quand, mais je pense que c'est en octobre ou en novembre 2020. Fait que le dernier qui est passé. À un moment donné, fallait que dans la vie aussi, je travaille pour RDS Jeux vidéo. J'écris des articles. Puis je fais aussi des podcasts pour eux autres. Puis avant, je faisais des live streams puis tout. Et à un moment donné, il fallait que je fasse une capsule de 1 minute. Juste, il y a un événement qui s'appelle le Megamigs, qui est comme un genre d'événement de développeurs de jeux vidéo, puis ils se rencontrent dans l'industrie pour parler de les prochains jeux qui viennent, puis les difficultés que rencontrent les développeurs. Puis pour ça, il fallait faire tirer juste une paire de billets, je pense, dans notre crowd de RDS Jeux vidéo sur Facebook. Puis ça m'a pris tellement de temps à enregistrer cette capsule-là parce que je me souviens plus c'est quoi, quel mot, puis je pourrais sûrement aller la revoir, peut-être qu'il est d'accord dans mon YouTube en mode privé, mais il y avait comme une expression dedans que j'avais vraiment de la misère à dire, puis j'essaie de la faire
de 8 manières différentes, puis j'arrivais vraiment pas à rentrer cette locution d'expression. Je me souviens plus c'est quoi laquelle notamment. Probablement un mot genre enregistré ou enregistrement. Tu sais, un R qui est dedans, puis en plus, quand tu parles d'une voyelle, puis genre, il est long. Probablement une affaire de même, ou opportunité, ou des choses de même. Puis, là, à un moment donné, je suis allé en douche, puis je suis comme, Pierre-Luc, ça n'a pas l'allure, là. Comme, c'est quoi l'affaire, là? Fait que là, je me suis dit, je sais pas, peut-être que je pourrais voir un ou une orthophoniste. Fait que ça pourrait peut-être m'aider, peut-être que je vais pouvoir enfin avoir la lumière au bout du tunnel, ou juste avoir, juste me faire dire non. Genre, me faire dire, hey, t'es comme ça, puis that's it, c'est ça qui se passe. Fait que là, j'ouvre Google, orthophoniste Montréal, il y en a une couple. Il y en a beaucoup qui me répondent pas. Je m'imagine qu'ils sont occupés. Puis, après une semaine... Hey, ça, c'est poche, my God, ça n'a pas de bon sens. Ouais, ben, ils sont vraiment, j'imagine, occupés. Là, fait que, puis aussi, on est encore en isolement, puis tout, en confinement. Fait que, mais ce que, tu sais, genre, ça a pris du temps ça a tant pris de temps avant de me faire répondre que j'avais oublié que j'avais envoyé ces messages-là, genre. Puis, quand que... Fait que là, orthophoniste 1, la fille qui m'a répondu finalement, m'a dit « Hey, as-tu des extraits de comment est-ce que t'es? » Fait que là, je suis comme « Ah oui, tu sais, voici au naturel. J'ai envoyé un épisode de 3 bières devant le public avec J'ai du Temple. Parce que comme ça, j'avais vraiment du fun. Puis quand je m'emballe, des fois, ça empire. Puis elle a fait « Oh, crème, ok, ça. T'as probablement du bégaiement là-dedans, mais t'as aussi une affaire qui s'appelle du bredouillement. » Puis on a une orthophoniste à Montréal qui est vraiment, vraiment bonne pour les adultes pour ça. La voici. Puis là, finalement, c'est ça, j'ai comme probablement un mélange des deux. Puis là, j'ai appris plein d'affaires. Puis là, je fais des exercices à tous les jours. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Puis c'est vraiment, vraiment fou. Quand que j'ai appris ça, quand que orthophoniste 1 m'a envoyé « Hey, voici ce phénomène-là. Puis voici ce qui se passe avec ça. » Je l'ai envoyé à ma coloc, qui est aussi mon ex-femme, puis elle m'a fait « Oh, tabarnane, j'ai jamais vu une description aussi directe de c'est comme c'est ça, là. » Puis genre, elle est au... elle a été pendant des années vraiment ma traductrice par moment, là, carrément. Puis c'est vraiment fou. Fait que je me souviens être comme « Oh, crème, ok. Je suis un weirdo comme d'habitude, mais je suis pas un weirdo de seul au monde. On est peut-être une couple à l'être au moins, là. » Fait que... Oh, wow! Ça m'a fait vraiment du bien de savoir ça, puis... justement, en préparation pour ce podcast ici qu'on fait en ce moment, vous m'avez envoyé un podcast avec un autre gars qui bredouille et j'ai écouté ça puis je me souviens être comme « Oh crème, c'est même bizarre d'entendre quelqu'un qui parle comme moi. » Parce que ça existe jamais. C'est fou. Puis est-ce que tu t'es senti bien? Ben, mais j'ai commandé son livre, j'ai commandé sur... je vais recevoir un moment donné, puis je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus. Oui, en fait, juste pour préciser, pour nos auditeurs et auditrices, on a référé à Pierre-Luc Racine un épisode du podcast Stuttering is Cool. Je vais le mettre dans les références de notre épisode. Et à cet épisode-là, c'est une personne qui bredouille qui est invitée. C'est une personne néerlandaise qui s'appelle Roger Wilhelm, qui est auteur du livre Too Fast for Words, How Discovering That I Don't Stutter But Clutter Changed My Life. Si on traduit ça de façon très rough, là, librement. On pourrait dire... Traduction libre. Donc, si on traduit ça de façon très libre, ça se traduirait plus vite que les mots. Comment découvrir que je bredouille et non que je bégaye a changé ma vie. Donc, c'est ça, c'est un livre et un épisode de podcast sur le bredouillement qu'on va mettre dans les références de notre épisode. Ouais, et puis là, mon Dieu, j'ai trop d'affaires à dire, là. Ben, vas-y! Le tapis rouge, ça, parce que là, le bredouillement, tu sais, Pierre-Luc, c'est normal dans le fond. Mais c'est ça qui est plate avec le bredouillement, c'est que c'est pas très connu dans la population générale, encore moins que le bégaiement, qui est pas non plus tant compris non plus. Fait que là, c'est encore moins connu. Même en orthophonie, dans nos formations universitaires, on n'a pas nécessairement des cours très approfondis non plus en bredouillement. Puis dans la recherche aussi, c'est un trouble qui est beaucoup moins étudié que le bégaiement.
Donc, on a moins d'informations de combien de pourcentage de la population bredouille. Tu sais, on a certains auteurs qui ont dit certaines choses, mais on n'a pas autant d'études qu'en bégaiement. Tu sais, fait que c'est comme dans le domaine de l'orthophonie, il y a certains auteurs qui l'appelaient l'orphelin de l'orthophonie, comme le trouble orphelin, le trouble qui est comme tout seul, puis qui est comme dans l'ombre de son cousin, le bégaiement, malheureusement. Mais dans les dernières années, il y a eu des définitions beaucoup plus claires, je dirais dans les années 2010 et plus, là. Puis cette définition-là que je vais vous donner, c'est Kathleen Scaler-Scott, qu'elle s'appelle. C'est une orthophoniste clinicienne qui est devenue chercheur, qui travaille aux États-Unis. Et je pourrais mettre aussi on pourrait mettre Geneviève la référence. Elle a fait un DVD, DVD, tabarouette, on n'est plus là-dedans, mais en tout cas, moi, je l'ai en DVD chez nous, là. Je le mets dans un lecteur externe à mon ordi, genre, en tout cas. Mais maintenant, on peut l'écouter live, on achète le vidéo live, là, ben, je veux dire, sur l'ordi, là, puis c'est super intéressant, c'est 1h15 peut-être de vidéo, ça vaut vraiment la peine, c'est la Stuttering Foundation of America qui fait ça. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui aimeraient aller écouter vraiment comme la définition complète, je recommande ce vidéo-là. Donc, ça part. Fait que bredouillement, c'est un trouble de la fluidité, comme on a dit. Le grand critère qui est nécessaire pour avoir le diagnostic de bredouillement, ben la conclusion orthophonique de bredouillement, parce qu'on n'est pas des médecins, on peut pas dire diagnostic, mais en tout cas, c'est le débit trop rapide ou irrégulier, ou les deux ensemble. Fait que ça veut dire que débit trop rapide, là, ça veut dire qu'il y a des bouts là, de phrases là, naturelles, là, quand on jase, là, que la personne, vraiment, c'est trop vite, là. Puis c'est comme... Puis on n'a même plus besoin de calculer maintenant le débit comme là, 20 ans, on le calculait, c'était long, ça n'avait pas de bon sens. C'est juste perceptuellement, je sens que c'est trop rapide là, par rapport à la norme, entre guillemets, si on veut. Là. Fait qu'il y a ça, tu sais. Toi, Pierre-Luc, trouves-tu que tu avais ça, justement, des bouts trop vite, là, que pouf, ça va trop vite. Puis là, les gens, justement, vont dire « Hey, qu'est-ce que t'as dit, tu sais? » En ce moment, je suis en train de tourner un genre de documentaire sur la tournée d'humoriste quand on n'est pas encore super connu. Puis hier, on avait notre premier show pour ça. Puis après, on avait des enregistrements comme, tu sais, comme quand tu parles, OK, on est rendu ici à telle place, puis on est là pour ça, puis ça a bien été, ou ça a bien été, ou tout ça. Puis à un moment donné, je me souviens parler, puis après finir ça, puis revenir dans l'âge, puis être comme, oh crime, j'étais vraiment rapide, là. Fait que des fois, ça m'arrive de le remarquer, mais après coup. Je le remarque seulement lorsque je rush. Lorsque vraiment, là, mettons, j'arrive pour dire un mot, puis là, ça fait comme d'une shot, là. Ou lorsque j'arrive pour vouloir dire un mot, puis là, je rush à dire la première syllabe. Ça, là, je m'en rends compte, mais si on me laisse aller, là, je peux m'aller plus vite que la part des rappers, ça m'en rend compte. Ah, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, des bouts, là, que... Puis ça aussi, on appelle ça des spurts, en anglais, comme parler en jet, là, ou des accélérations soudaines, qu'on peut traduire en français, là. Tu sais, de faire comme des petits bouts, là, qui vont sortir vraiment, vraiment vite. Puis c'est ça qui fait que le débit est régulier. Comme le débit est comme correct, on comprend bien, peut mener, fouf, il y a comme un bout qui sort. Tu sais, tu disais, je mitraille, là. Tu sais, t'avais dit ça en rencontre préparatoire, là. Tu sens des fois que tu mitrailles tes mots, là, comme ta, ça y va, genre. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est le critère essentiel pour diagnostiquer un bredouillement. Donc, le débit trop rapide, irrégulier, ou des fois, c'est les deux. Il y a des bouts qui c'est vraiment trop rapide, puis en plus, des fois, il y a des irrégularités. Fait que ça fait que, wow, l'autre personne a de la difficulté à comprendre à cause de ça. Oui, mais j'aimerais juste pour montrer aux gens, dans l'article, je suis tanné de gars qui parlent mal. Tu vois, comme là, je l'ai fait. À cause que je suis exact. Là, je l'ai fait. Quand j'ai mis l'article, je suis tanné d'être le gars qui parle mal. Voilà, comme ça. J'ai mis un lien vers un tweet que j'ai fait qui était enfin essentiellement une story où est-ce que je parlais moi-même, puis sans m'en rendre compte, genre, c'est comme 15 secondes, là, puis je sais pas le nombre de mots que j'ai dit dedans, mais ça doit être genre 2 paragraphes au moins, là. Puis pour moi, ça n'a pas été un problème, j'ai pas eu à respirer entre les deux, j'ai pas eu à me forcer, c'est juste moi qui fait juste dire une phrase normale dans la vie, puis je suis enthousiaste, puis la bonne nouvelle, c'est que je me suis pas trop enfargé dedans. Puis jamais ce qui était drôle, c'est que quand je m'enfarge pas, ça empire la vitesse, parce que je suis comme, hey, yes! Je me sens comme un cheval qui est au galop, puis on va aller encore plus vite, c'est pas grave que ça, là. Yeah. Hey, mais c'est drôle, tu dis ça, parce que il y a, dans une formation qu'on avait eue, elle s'appelle Florence Myers, c'est une chercheure américaine, si je me trompe pas, puis qui est super calée en bredouillement, là, puis c'est ça qu'elle disait. Elle disait, c'est comme un cheval au galop, là, puis ça y va, là, puis ça part, puis c'est là que l'autre personne a de la misère à suivre, puis en fait, comment on le définit, c'est que le débit de parole d'une personne qui bredouille est plus élevé que son système de parole peut
gérer, peut tolérer. C'est comme si ton wow. système peut gérer un certain point, mais là, tu vas trop vite. Fait que c'est là qu'à un moment donné, y a des affaires qui sautent ou ça va trop vite, puis on comprend plus, tu sais. Fait que c'est comme si... c'est ça, il y a comme une Ferrari, là, dans... Oui, je me c'est souviens. comme une Ferrari, tu sais, quand tu parles, genre. Quand j'étais sur scène les premières fois, je me souviens que par rapport à ça, quand que je sentais que j'allais soit rusher sur un mot ou soit que je m'emballais, j'avais l'impression de devoir genre tenir 4 laisses en même temps dans chaque main de comme 5 huskies avec des têtes de cerbère tellement que c'est fort. Puis j'ai vraiment envie de comme les lâcher lousse. Puis le lâcher lousse, ça serait être mon vrai moi, mais je peux aussi être le moi qui retient puis qui apprend à ces chiens-là de se calmer un instant. Là. Mm-hmm. Hey, j'adore cette analogie-là. C'est ça, puis ça va vite, des chiens, là. Je sais pas si on avait déjà fait, là, mais tabarouette, ça comme, wouh, ça y va. Fait que, ouais, j'adore ça. Fait que, il y a ça, c'est le critère comme qui est nécessaire pour qu'on puisse diagnostiquer un bredouillement. Et il y a 3 autres choses qui doivent arriver, au moins un de ces 3-là, pour qu'on puisse diagnostiquer le bredouillement. Donc, la première chose, c'est des dysfluidités normales, qu'on appelle, en quantité excessive. Ça veut dire qu'il y en a trop. Donc, par exemple, ça va être des interjections, ça veut dire des bains, puis qu'il y en a trop par rapport à ce qu'on s'attendrait dans la parole. Encore là, je dis normal, entre guillemets, là, tu sais. De dire ben, genre, ou d'en avoir beaucoup, exemple, mais des autres dysfluidités, ça peut être aussi de réviser sa phrase. Tu sais, tu veux dire quelque chose, puis là, tu changes ta phrase en plein milieu. T'arrêtes une phrase avortée qu'on appelle ça aussi, c'est des dysfluidités qu'on appelle normales, mais quand il y en a trop, c'est là que ça devient plus difficile. Ça peut être aussi une répétition de mots polysyllabiques. Ça veut dire qu'il y a plusieurs syllabes. Donc, si je veux dire l'escalier, mettons, je répète plusieurs fois. Ou un bout de phrase, tu sais. Je veux pas y aller, exemple, là, tu sais, tu répètes un bout de phrase plusieurs fois. Tout ça, c'est des autres dysfluidités qu'on appelle des dysfluidités qui sont normales. Encore là, je mets en gros guillemets, personne, vous me voyez pas, mais en tout cas, vous me voyez, mais pas les gens qui nous écoutent. J'ai envie de dire 2 choses. Premièrement, moi, mon orthophoniste me dit que je mélange vraiment de bégaiement puis de bredouillement. Ça fait en sorte que mon système, comme mode compensatoire pour pas... Tu sais, quand tu bégayes, essentiellement, c'est en début de phrase, essentiellement. En début de quand tu vas parler. Fait que mon système s'est dit, hey, si j'arrête jamais, je ne planterai jamais, right? Puis là, c'est peut-être pour ça que j'arrête pas de faire des espèces de longues phrases. Et aussi, par rapport à ça, ça met des E régulièrement parce que si je fais des E, j'arrête pas. Fait que c'est plus facile pour moi de continuer à parler si je fais comme ça, puis là, j'en continue ma phrase après. Puis en respirant pendant mon E, mon système a comme compris, malgré moi, que c'est une genre de béquille que je peux faire. Puis là, je travaille vraiment fort à faire des vraies pauses quand je m'entraîne. Mais ça. Puis numéro 2, en humour, ce qui est drôle, c'est que il y a l'humoriste Chris Rock qui lui répète beaucoup ses prémices souvent, genre. Ça c'est le fun parce que ça m'inspire que lorsque je fais une prémisse puis que je suis sur scène puis genre ben après je peux la refaire plus calme parce que genre j'ai vu Chris Rock le faire puis je suis comme ah oui c'est vrai ça peut juste être un moment d'explosion d'émotion puis après je peux juste le dire hey c'était pas d'allure à l'affaire puis là après je peux juste embarquer fait que j'ai trouvé une technique pour que lorsque ça m'arrive, ces explosions-là, de pouvoir que ça paraisse pas trop, que ça... Puis aussi, un de mes gros défauts, c'est que les gens souvent associent parler vite à du stress et à de la nervosité. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui pensait que j'étais nerveux alors que c'est juste moi-même. Fait qu'en faisant ça, ça m'a vraiment aidé à faire comme si j'étais en contrôle. Parce que je le suis. Ouais, comme si c'était voulu, dans le fond. T'as comme fait un premier jet vite, pour ça, tu l'as refait plus posé. Fait que là, c'est comme si c'était... avec une intention qui a du sens, puis là, j'ai caché mon erreur. Comme, hey! Ce gâteau-là est bon pareil, écoutez, même si j'ai écrasé un morceau en voulant ramasser un gâteau. Mais pour vrai, je trouve ça super... Ben oui, c'est vraiment... c'est super pertinent là, de faire ça, là. Tu trouves des trucs, puis en fait, c'est ça aussi... Le fait que tu as travaillé aussi ta conscience de ça, on va y revenir quand on va parler d'intervention, mais c'est une des choses qu'on veut travailler dès le départ, tu sais. Est-ce que ça, c'est ça de voir, est-ce que tu t'en rends compte, qu'est-ce qui te dérange, toi, dans ta vie, tu sais, de travailler la conscience avec la personne, de se réécouter, tu sais, pour justement être plus conscient de comment on parle, puis de voir, parce que des fois aussi, ça dérange pas. Tu sais, mettons, t'es chez vous, là, tu jases avec un ami, puis gars, unleash le bredouillement, puis c'est correct, tu sais, je veux dire, ça peut être, c'est ça, tu sais, t'es toi-même, puis c'est correct, mais en stand-up, comme on s'est dit, ben là,
Peut-être ça va. C'est ça. C'est peut-être Ouais. là, ce moment-là, que tu peux pas... Ou en entrevue aussi, tu sais, ou même en podcast. Récemment, à Trois-Bières, on a reçu... on en fait 2 de suite, essentiellement. Puis l'autre jour, on a reçu 2 invités qui parlaient vraiment rapidement. Là. Puis là, moi, à la fin, là, j'étais un pilote de course là, avec ma bouche, là, parce que ça n'a pas de sens. Parce que ça aussi, ça me stimule beaucoup. Le monde qui parle vite, ça me donne envie de parler plus vite parce qu'eux comprennent aussi. Fait que là, on est comme entre personnes qui parlent rapidement, c'est vraiment le fun. Comme yes, ça fait du bien. Et pas que ça fait du bien, mais un petit peu comme... Des fois, des fois, je me demande si c'est pas les autres qui attendent trop lentement. Là. Fait que, tu sais, je me suis comme... Ah, ok, quelqu'un qui comprend quand on parle vite, yes. Puis en même temps, j'aimerais apporter une petite parenthèse, là, tu sais, on dit qu'il y a des situations où c'est correct si le bredouillement ou le bégaiement, dans mon cas, est libre, comme quand on est à la maison, relax, mais je pense, peut-être que je vois tout en rose puis que je suis trop optimiste, mais tu sais, j'ai vu des gens qui bégaient fortement, que le bégaiement est vraiment présent dans leurs paroles, puis qui font des spectacles, qui sont avocats, qui ont des entrevues avec des clients, qui sont orthophonistes, puis tu sais, ça paraît clairement. Fait que je pense que, en tout cas pour moi, en mon nom, là, j'aime pas ça me dire c'est correct parce que je suis à la maison puis c'est relax, mais ça serait pas correct dans cette situation-là, tu sais. Ben, je pense que c'est une nuance intéressante. Il y a des situations dans lesquelles, mettons, comme je l'ai dit une fois plus, sur une scène ou devant un micro, c'est un moment où est-ce que j'aime en faire moins parce que j'ai juste ça. Mais tu sais, si je commande, puis s'il faut que la serveuse fasse « Excusez-moi, j'ai pas compris », c'est vraiment pas la fin du monde. Je comprends vraiment. Ouais, ouais. Fait que tu sais, comme il y a des situations super spécifiques, mais tu sais, comme tu dis, un avocat devant un juge, hey, le juge, j'en ira pas, là. Fait qu'il y a une presse, là. Genre, c'est correct, là. Tout le juré, les jurés vont être assis, puis ils vont juste attendre après que l'avocat ait fini de parler, même s'il bégaye bien gros, là. Fait qu'il y a des juste super spécifiques des places, parce que dans ma vie, à moi, c'est important que je me plante pas. Mais sinon, en général, là, hey, on s'en sac tellement, là. Ouais, puis je pense que c'est à la personne qui bégaye ou qui bredouille de dire, ben, moi, ça m'importe que je bredouille moins ou que je bégaye moins dans cette situation-là. Mais c'est juste qu'on voit ça en tant que société comme si c'était un fait, tu sais. Comme si c'était un fait que dans des situations précises, il faudrait bégayer ou bredouiller moins. Alors que je pense que on peut apprendre à définir ça selon nos critères à nous, qui sont influencés, oui, par la culture puis tout, mais essayer de se distancer de ça. Moi, je suis d'accord. Une affaire aussi là-dedans à noter, c'est que des fois, on a l'impression qu'on est gêné de ça, puis qu'on est pas nécessairement humilié, mais en réalité, ça change rien dans 99,5% des situations. Et notamment, le point 5 qui s'en vient, des fois, il y a des choses qu'on pense qui sont dedans, mais elles sont même pas dedans, là. Si ton frère ou ta sœur se marie, puis que tu fais un speech là, c'est pas grave si tu t'accroches. Les invités vont rester là pareil, puis au pire, ils vont sur leur selle s'ils trouvent ça vraiment long, mais ça arrivera pas, là. Fait qu'il y a plein de situations dans la vie, je pense, parce qu'on se met beaucoup de pression qui est pas nécessaire. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai, mais tu sais, en même temps, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Geneviève, mais le truc qui est un peu différent que le bégaiement, c'est que le bredouillement, ça diminue l'intelligibilité. Par certains moments, c'est le deuxième point, là, sur les 3 points que je voulais vous parler pour les éléments diagnostiques, là, c'est une détérioration de l'intelligibilité, puis ça, des fois, c'est quand on comprend pas l'autre, là, ça crée une situation de handicap, là, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais ça crée comme un moment moins le fun, parce que là, on se fait demander de répéter, puis là, l'autre nous regarde de même, puis là, ben, tu sais, en stand-up, si tu manques ben, c'est pas grave si tu manques la blague, t'as refait, tu sais, mais dans le sens que c'est ça, le bout qui est comme moins le fun, versus en bégaiement, l'intelligibilité n'est pas touchée. Donc ça, c'est vraiment la clarté des sons, si on veut, comment on articule. Donc, par exemple, tu sais, omettre des sons ou des syllabes, ça, c'est très typique de quelqu'un qui bredouille. Donc, tu sais, mettons, je veux dire tous les jours, ben là, si je bredouille, on peut se faire sauter des sons, fait que ça fait un ton tous les jours. Tu sais, mettons, oui, le L n'est pas là, le J n'est pas là. Fait que c'est ou des syllabes, des fois, qui sautent. On va parler aussi de télescopage ou de co-articulation excessive. Quand les mots sont longs, là, tu sais, mettons, j'ai éducation physique, là, que je veux dire, ben là, ça peut sortir comme éducasique.
éducasique. Fait que là, c'est comme si éducation physique, le sion phi est plus là. Fait que éducasique. Fait que là, c'est là que la personne fait « Ah, c'est qu'est-ce que t'as dit, tu sais? » C'est souvent ça qui est tannant pour la personne qui bredouille. C'est les autres qui vont dire « Hein, j'ai pas compris ce bout-là. » Ou tu sais, les yeux sont de même, tu sais, qui disent « Ben là, mon Dieu, je fais ça, puis personne me voit. » Mais vous me voyez, mais pas les autres. Mais tu sais, comme on fronce ses sourcils, puis on est comme... C'est ça qui est plus... peut-être que c'est ça que la personne veut moins avoir ces situations-là dans sa vie. Mais ce qui est plate là-dedans aussi, des fois, c'est que comprendre. Les gens te font répéter, puis tu répètes de la même manière, parce que tu sais pas comment parler. Tu n'as pas les outils encore pour te dire éducation physique, au lieu de faire... Là, tu le refais de la même manière, puis non seulement tu le fais, mais c'est probablement, mettons, dans l'éducation physique, ce serait dur pour moi, ça serait probablement genre... comme ils l'ont dit là, au milieu pour moi garder comme éducation physique. Fait que sûrement que je le referais de la même manière, puis même que je serais un peu nerveux parce que là, je serais comme, OK, il faut que je travaille à l'éducation, il faut que je fasse comme ça, OK, éducation physique. Puis je finirais pareil à le faire de façon super étrange si j'avais à rusher dessus, puis ça, c'est vraiment pas humiliant, mais c'est plate parce que y a juste, les gens, ils demandent pas 8 fois, là. Ils te donneront pas 8 chances pour que tu te répètes comme faut. Fait que ils vont faire « Ah oui! » Ils vont boire une gorgée d'eau en faisant semblant d'avoir compris, puis le sujet va changer, là. Mais c'est vrai, puis c'est ça qui est poche. C'est ça exactement, tu sais. Puis c'est ça qu'on veut aussi que la personne, justement, puis effectivement, c'est tellement typique, la personne qui bredouille va le répéter de la même façon, parce que toi, tu l'entends, tu le dis, tu sais, puis effectivement, c'est super typique, tu sais. Puis la dernière affaire dans cette famille-là là, de détérioration d'intelligibilité, ce qu'on peut observer, c'est une erreur de séquençage qu'on appelle. Donc, tu sais, mettons, au lieu de dire Madagascar, je vais échanger les lettres comme Madagascar. Au lieu de dire Madagascar, le D-G, je vais dire Madagascar. Tu sais, j'échange le G puis le D. Fait que le mot est comme pas le bon finalement, tu sais. Fait que tout ça, ça peut faire qu'on comprend moins bien la personne. Fait que ça, c'est un des autres éléments qui peut mener à un diagnostic de bredouillement. Puis la dernière chose, c'est anormalité. Mais c'est toujours ça dans nos définitions, hein. Là, je le dis encore entre guillemets, là, parce que sachant, disons, que la normale, entre guillemets, c'est quand il n'y a pas de bredouillement, là. Quand les pauses sont pas aux bonnes places, mettons. Tu sais, souvent, les pauses, on va les faire à la fin d'un symptôme qu'on appelle, là. Tu sais, mettons, je vais aller, pause, à l'épicerie, mettons. Puis là, la personne va dire, je vais aller à, pause, l'épicerie, mettons. Ou je veux, pause, aller à l'épicerie. Tu sais, ma pause est comme pas à la place naturelle qu'on ferait une pause. Puis le rythme de la parole, c'est ça, est comme un peu décalé. Puis des fois, ça fait qu'on comprend moins bien la personne. Je sais pas, toi, Pierre-Luc, t'as-tu remarqué ce genre de choses-là dans ta parole? Absolument. Notamment, je me souviens, je pense que c'est avec Maud Landry à Trois-Bières, qu'à un moment donné, un épisode où est-ce que un moment donné, j'ai une pause en plein milieu d'un mot, là. Genre, il y a un mot tellement long, genre, que c'est comme indubitablement, genre, puis elle a fait « Hey, t'as fait une virgule en plein milieu d'un mot, carrément. » Fait que, parce que c'est juste la manière dont j'avais parlé cette phrase-là à ce moment-là. Fait que, ouais, puis aussi, quelque chose qui est difficile aussi dans l'intelligibilité, tabarouette. Ouais, lui, il est long, ce mot-là. Ce mot-là est long, puis non, mais ça pour dire... Mais je peux dire, parenthèse, là, dans la maîtrise en orthophonie, tout le monde s'accroche sur ce mot-là, sur intelligibilité. Tout le monde. Yes. Fait que je pense que c'est normal. Je l'ai pas payé pour une première fois. Mais tout ça pour te dire que par rapport à ce mot-là, c'est que aussi, comme on parle vite, puis qu'on va te barouetter un paragraphe en une respiration, ce qui va arriver aussi, c'est que justement, si je télescope le troisième mot, puis si j'inverse les syllabes du huitième, puis en plus, je barouette tout ça d'une shot, ben, quelqu'un de normal va pas pouvoir, son cerveau pourra pas faire la procédure à processer tout ça parce qu'il y a beaucoup trop d'informations du même coup. Puis en plus, pendant ce temps-là, je suis encore en train de parler alors que ça de se rappeler c'est quoi le mot numéro 3 que j'ai dit. Puis moi, je suis rendu ailleurs dans mon idée parce que je parle trop vite. Ouais, ben c'est ça, exact, tu sais. Fait que si on résume, là, dans le fond, on a le critère qui est nécessaire, c'est le débit trop rapide ou irrégulier, ou les deux ensemble. Fait que ça, c'est le truc important pour avoir un bredouillement, là, le symptôme, entre guillemets, le plus nécessaire, là, si on veut. Puis, un des trois éléments suivants, ou deux ou les trois, c'est dysfluidité normale en quantité excessive. Tu sais, trop de dysfluidité, révision, interjection, je répète des phrases, tout ça. L'intelligibilité qui est vraiment
plus basses par bout, on comprend pas des bouts, puis des fois des pauses mal placées ou un rythme de parole qui est comme différent, puis ça fait que tout ça ensemble, effectivement, on a de la difficulté à comprendre la personne, c'est ça. Fait que ça, c'est la définition qui est récente. Puis les caractéristiques typiques des gens qui bredouillent, là, c'est justement le degré de conscience qui est pas toujours très variable d'une personne à l'autre, par exemple. Il y en a qui sont assez conscients, puis d'autres pas du tout. Pas du tout. J'en ai des clients là que il y a des bouts là, pas clair, puis sa conjointe est comme, elle le regarde, puis elle a rien compris. Puis lui, c'était super continue. clair pour lui, oui. tu sais. Fait que, puis il y en a d'autres qui sont plus conscients. Là. Il y en a qui viennent consulter là, parce que justement, souvent la personne vient consulter parce que c'est l'entourage qui lui dit « Écoute, on te comprend pas ». Mais des fois, il y a un fond aussi de dire « Ah oui, c'est vrai ». Ben, comme toi, hein, Pierre-Luc, t'as dit « Hey, à un moment donné, il y a quelque chose, il y a de quoi, tu sais, que c'est vrai que des fois, on comprend pas bien, tu sais ». Oui, puis que juste faire une ça, parenthèse c'est très typique. super rapidement, c'est que dans mon cas, moi, j'étais sûr que c'était un trait de personnalité parler rapidement. Dans le sens que, dans la vie, tu travailles sur ton impatience ou ta colère ou je sais pas trop, dépendamment de comment t'es. Puis j'étais sûr que parler vite, ça faisait partie de moi. Fait que c'est pas quelque chose comme j'ai un gros nez, puis j'ai des cheveux blancs, mettons, puis je parle vite. Trop d'affaires que tu peux pas nécessairement changer. Fait que c'est pour ça que aussi, ça m'a pris du temps avant de venir voir un orthophoniste. J'étais comme, je suis de même, c'est mon défaut, là. Il y a du monde dans la vie qui ont des longs bras, puis il y a du monde dans la vie qui manque un œil. Moi, c'est juste que je parle plus rapidement que les autres. Puis, qu'est-ce que ça a changé pour toi de te rendre compte que c'est pas un trait de personnalité? C'est que je peux le contrôler. Genre, c'est sûr qu'on peut gérer ses émotions puis tout ça, mais si je veux parler plus lentement puis plus calme, je peux le faire vraiment rapidement. Parce qu'à cette heure, je sais comment le faire. Puis si je peux le plus vite, ça peut se faire sans problème. Mais genre, fait que tout ça peut se faire les deux, puis si c'était dans moi, je peux pas changer la grosseur, la couleur de mes yeux comme en ce moment. Fait que ça, je peux le faire. Je peux vraiment parler rapidement si je veux, puis je peux vraiment parler lentement si ça me tente. Puis ça, c'est full intéressant parce que c'est quelque chose qui est différent du bégaiement. Une personne qui va bégayer peut essayer de faire faire attention. Encore là, j'aime pas dire ça, pas faire attention, mais tu sais, de contrôler sa parole, si on veut, on va le dire de même. Puis des fois, le bégaiement peut être encore là. Mais une personne qui bredouille, qui va diminuer son débit, comme tu dis, puis va faire attention, souvent, la fluidité, l'intelligibilité revient très, très claire. Oui, c'est ça, c'est la différence. Des différences avec le bégaiement. Ouais, si je me mets à parler, mettons, à cette vitesse-là, j'aurai aucun accrochage. Ça va être facile pour moi de dire le mot intelligibilité. Il faut juste que je le sache comment l'écrire pour pouvoir le dire comme il faut. Sauf que c'est extrêmement demandant pour moi de parler comme ça en ce moment. Je me sens zéro naturel. Puis tantôt je parlais des chiens qui la misère faut que je les garde là. C'est comme ça que je me sens. Puis aussi quand dans le temps, tu sais, je suis pas à une vitesse là, mon Dieu, les paresseux dans Zootopia là, c'est pas ça. Mais initialement, j'avais l'impression par rapport à moi-même, lorsque je parlais comme je parle en ce moment, que je prenais les gens pour des imbéciles tellement que je me trouvais lentement. Fait que, tu sais, puis soit dans tellement j'ai rushé un peu parce que j'ai rien de penser à d'autres choses, parce que je trouve ça tough de me concentrer à parler lentement. Ben c'est clair, puis c'est super tough, puis c'est pour ça que, tu sais, justement, le fait que tu fasses des podcasts, tu réécoutes ta parole, tu t'analyses beaucoup dans la job que tu fais aussi, là, puis ça, c'est une des clés qu'on va faire, justement, avec la personne qui bredouille, qui vient en orthophonie, là, tu sais, qui désire consulter. C'est ça, c'est de vraiment, on rentre dans le bredouillement, là, puis on essaie de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe, puis que la personne, on se réécoute, elle va se réécouter, elle va dire « Ah oui, ah là, ce bout-là, ah, ouais, c'était pas clair, ah, le débit. » Puis c'est de tranquillement, là, quand tu parles live, d'avoir cette conscience-là pendant que tu parles, comme si tu t'écoutais. On s'écoute tellement, là, on réécoute des enregistrements, puis on se réécoute la parole, que la personne devient vraiment plus consciente de comment elle parle. Puis là, le but, c'est que quand tu parles live, d'être conscient. Comme là, c'est excellent, là, t'es super conscient, là, tu parles, puis là, tu le sais. Ouais, puis tu vois, genre, sonne, comme tantôt je l'ai dit, j'ai pas parlé à aucun être humain avant de venir sur le podcast, fait que j'ai pas eu non plus, j'ai un mois super occupé essentiellement, là. Fait que, tu sais, je suis pas arrivé à mon meilleur au niveau de ma voix en ce moment, mais lorsque je le fais, faut juste que je contrôle mes émotions essentiellement, là, parce que si je m'emporte comme, c'est quand je m'emporte que je parle de contrôle. Puis c'est sûr que, tu sais, ouais, encore là, tu sais, je comprends ce que tu disais, Geneviève, aussi tantôt, là, on est beaucoup dans les dernières années à se dire que
ça fait partie d'une différence de la fluidité, que c'est pas mauvais, tu sais. Puis aussi, quand tu disais parler mal, tout ça, tu sais, des fois, on se dit, ouf, c'est un peu... c'est comme péjoratif, puis c'est comme... on pourrait-tu le voir d'une autre façon, tu sais? Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, dans la différence, des fois, il y a des bonnes choses puis des mauvaises choses, comme dans toute patente. C'est une bonne chose d'être grand, puis c'est une mauvaise chose d'être grand. C'est une bonne chose d'avoir la grandeur normale, c'est une mauvaise chose d'avoir la grandeur normale, puis c'est une bonne chose d'être petit, puis c'est une mauvaise chose d'être petit en même temps. Toutes les choses ont deux côtés. Fait que quand on parle différemment, ce qui est le fun, c'est que je suis le seul dans mon industrie qui parle comme ça. Fait que je suis unique, puis ça m'amène de quoi de différent. Le côté mauvais, c'est que des fois, je dis des choses intelligibles ou je mitraille, comme tantôt, j'ai mitraillé aussi des mots, perte de contrôle. J'ai comme dit, non, perte de contrôle, vraiment rapidement. Puis ça fait en sorte que je suis moins compréhensible, puis ça, il faut que je fasse attention à ça. Fait que rappelez-vous, je pense que dans le cas du bredouillement, ça se travaille vraiment, vraiment, dans mon cas à moi, ça se travaille vraiment bien avec beaucoup de discipline. Puis c'est vraiment comme... J'ai la chance d'être un enseignant actuaire qui a travaillé beaucoup, fait que j'ai fait beaucoup d'examens post-universitaires en mathématiques super compliqués, fait que travailler pour moi, mettre un timer, travailler 30 minutes, puis rien d'autre existe, pour moi, c'est quelque chose qui est naturel. Fait que le faire souvent, c'était pas difficile pour quelqu'un qui baigne dans la discipline comme moi je l'ai fait. Et puis ça, c'est qui est différent d'un trait de personnalité que de quelque chose de même, c'est que dans mon cas à moi, je sens que j'ai un réel contrôle, puis des fois, ça arrive d'être dans des journées où est-ce que je suis plus stressé ou que je suis plus apte à... Pas apte, mais prompt à m'enfarger. Puis dans ce temps-là, je me dis, Pierre-Luc, là-dessus, tu as une part de responsabilité de prendre 2 minutes, t'asseoir, puis te calmer, genre. Puis ça fait une grosse différence dans le reste de ma journée ou comment je m'exprime. Mon Dieu, il y a tellement de choses que je veux dire. Je pense que c'est... on parlait tantôt de la diversité. Ce que je trouve beau là-dedans, je pense que le plus que le plus important là-dedans, c'est que la personne ne subisse pas son trouble de la parole, mais qu'elle le vive comme elle le veut, tu sais. Parce que si toi, comment tu veux vivre ça, c'est de t'entraîner, puis de le contrôler plus, puis que sur scène, tu souhaites que ça paraisse moins parce que effectivement, c'est plus pratique quand on te comprend dès la première fois, tu sais. Si toi, c'est comme ça que tu veux le vivre, tant mieux. Puis s'il y a quelqu'un que ses capacités attentionnelles sont moins hautes, que la discipline pour lui ou pour elle, c'est moins facile, c'est correct aussi de se dire, oui, je vais m'entraîner, mais comme ça m'en demande plus que pour quelqu'un d'autre, j'accepte aussi que des fois, il y a des gens qui me comprennent moins bien puis que je répète, puis ça me dérange moins qu'une autre personne, tu sais. Fait que je pense que ce qui est beau dans le mouvement de la diversité, c'est que c'est comme un retour du balancier, là, que ce qu'on a eu tendance à faire comme société depuis la nuit des temps. Genre, c'est que toujours quand une personne diffère de notre norme, c'est de dire, là, ça, c'est pas correct, puis si tu parles pas comme nous, si tu marches pas comme nous, ou si t'as pas le même poids que nous, c'est pire, c'est pas correct, tu sais. Puis je pense que le mouvement de la diversité, ça rééquilibre un peu notre point de vue sur les différences. Puis ça nous donne plus le choix, tu sais, parce que dans le fond, c'est un choix. Tu subis moins quand t'as conscience que tu peux vivre à ta façon, tu sais. Puis quand c'est un choix de faire des exercices pour ta parole, tu sais. Quand c'est un choix, quand tu sens pas qu'on t'oblige parce que ça serait laid sinon. Absolument, un problème, c'en est juste un quand c'est le problème. Ça a l'air niaiseux que ça, mais ça a l'air aussi niaiseux que ça, mais mettons, je sais pas comment dire autrement, ça dépend de l'histoire que tu as envie de conter par rapport à ce que tu vis. Essentiellement, si, mettons, moi, j'ai un moment donné, en novembre, décidé que ça va être une priorité dans mes problèmes, de régler ça ou de l'ajuster. Parce que avant, c'en était un, mais que je trouvais que je pouvais vivre ça, puis à un moment donné, je me suis juste tanné. Mais
j'essaie de trouver une autre affaire. Mettons, dans ma vie, depuis que je suis un artiste, je fais beaucoup moins d'argent que quand chaque soir, laissez-moi vous le dire. Puis ça, pour moi, c'est pas un problème. Parce que je suis heureux, j'ai un toit, j'ai quelques mois de loyer d'avance, je suis bien correct avec ça. Alors qu'il y a une époque parce que genre je capotais puis ça aurait été la fin du monde si c'était ça. À cette heure, pour moi, ce côté financier-là est pas un problème. Fait que si t'es quelqu'un à la maison qui a un problème de locution puis qui se dit hey, ça c'est un problème pour moi, ben ça va t'aider probablement de travailler. Mais si t'es comme je suis comme ça puis dealer avec, ben c'est tant mieux aussi puis que les gens dealent avec puis que tu vives que tu règles d'autres affaires à la place, tu sais. Fait que je trouve que t'as fait raison, c'est vraiment personnel, puis c'est aussi juste rendu là une question de priorité, puis il y a personne dans la vie qui te déteste pour la manière dont tu parles, c'est impossible. Fait que essentiellement, rendu là, c'est juste est-ce que je veux le rendre, le fine-tuner, ou si je le laisse comme ça aller, puis c'est juste ça. On a parlé de la diversité. Est-ce que tu considères que sur scène ou dans les médias, il y en a assez de cette diversité-là? Ben, c'est drôle parce que dans mon cas, c'est absolument pas. Puis je parle même pas de gens qui parlent comme moi, je parle au sens très très large. Il y a pas d'accent, même pas d'accent du Québec dans nos médias, puis c'est vraiment vraiment pas. Je peux comprendre que du monde des régions trouve qu'il y a un phénomène qui s'appelle la montréalisation des médias parce qu'ils entendent jamais d'accent de la Gaspésie, ils n'entendent jamais un accent de Jonquière, puis il n'y a jamais des expressions non plus locales qui traversent le petit écran ou le gros écran ou la petite radio. Fait que c'est sûr que dès que s'exprime autrement, ça paraît, puis pas nécessairement de la bonne manière. Je veux dire, j'ai en tête quelques noms d'artistes qui au début avaient des accents vraiment forts gaspésiens, qui ont fallu travailler ou franco-ontariennes, qui ont dû travailler pour enlever leur accent. Puis ça, je trouve ça super triste parce que, une fois plus, ça amène parler bien, c'est quoi, puis ça ramène vraiment à la discussion, essentiellement au centre de cette discussion-là, c'est quoi parler bien, puis est-ce que c'est si grave de dire la place Versailles ou de dire la place Versailles, si dans ton coin, c'est la place Versailles? C'est-tu si grave que ça ou c'est juste un accent? Puis, c'est sûr qu'il y a l'accumulation de plein d'accents différents qui pourraient rendre la discussion plus dure à suivre, mais en général, je trouve que ça, l'absence d'accent, c'est sûr que ça fait en sorte que je me sens moins normal, mettons. Mais ce qui est fun à cette heure, c'est qu'on est sur Internet. Fait que moi, là, si je veux revoir une story puis je dis aux gens, hey, comme tantôt, là, j'ai vraiment pris mon téléphone, gang, il me reste 3 billets pour mon show le 28 août au Terminal, le Comedy Club. Et faites ça vite, c'est 6 billets en tout, fait qu'il reste 3 tables. Grouillez-vous. Ben, je peux parler aux gens comme je veux sur Internet. Puis ça, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est extrêmement libérateur. Puis j'aurais jamais cru, mettons, là, que pour ADS Jeux vidéo, justement, genre, j'ai mon propre podcast qui sort bientôt. C'est moi qui l'anime, là. J'anime maintenant tout seul un podcast. Puis oui, dedans, il y en a un que je parle vite, il y en a un avec Vanessa Duchel que j'ai reçu, que c'est une fille qui parle super vite puis qui s'emporte autant que moi. Fait que c'est sûr qu'il y a des bouts qui vont être vraiment plus tough à suivre que si c'était quelqu'un qui a fait son cours de journalisme ou je sais pas trop. Mais je pense que c'est pareil intelligible. Puis au pire, si tu manques 15 secondes, tu vas dessus. C'est pas la fin du monde, là. C'est pas comme sur ta radio, puis là, faut que le segment rentre en 3 minutes pile, puis on envoie la fille à Météo qu'elle a exactement 10 secondes, puis le gars du trafic qui a exactement 28 secondes, puis après, dans ça, 28 secondes, il faut qu'il place le commanditaire, là. Le trafic, c'est le pont Champlain, présentation de tel bonhomme. Genre, c'est pas ça. Fait que ce qui est vraiment le fun avec Internet, c'est qu'on peut vraiment se libérer de ces castings-là. On peut se libérer de plein d'affaires de même. Tu sais, pour être dans le milieu des arts / show, business, sens très large. Tu sais, moi, j'envoie des amis que, mettons, genre, ah oui, il y a une fille qui est super bonne à du surpoids, mais là, en ce moment, l'humoriste qui a du surpoids, c'est elle, fait qu'on la poussera pas. Il y a tellement des castings de même qui sont tellement intenses dans cette industrie-là que c'est sûr que moi qui parle différemment des autres, c'est pas un avantage pour moi dans cette industrie-là. Cependant, je peux vivre sans, c'est ça qui est vraiment cool. Je peux écrire, j'écris pour RDS sur les jeux vidéo, j'écris pour Urbania, j'ai mes propres podcasts avec 3 bières, je suis invité à d'autres podcasts comme le vôtre, je suis aussi invité à je fais mon propre podcast à RDS jeux vidéo comme je disais, fait qu'on peut tout le temps, de nos jours, ce qui est le fun, c'est que
on peut faire ses propres choses par nous-mêmes, partir de la base, puis de se créer une petite fanbase, à faire ses propres projets. Puis, essentiellement, ça me donne envie de dire une affaire, c'est laissez-vous pas vous retenir par quoi que ce soit dans la vie, que ce soit un handicap, un trouble, la gêne ou je sais pas trop. Quand t'es dans l'action puis que tu fais des choses, les gens le remarquent. Puis c'est en commençant un podcast dans le temps que j'ai commencé à me faire remarquer, alors que je suis celui qui parle mal d'intro, en guillemets, au point qu'on en parlait dans le temps. T'sais, quand on me le disait dans le temps que je parlais mal, c'était un problème à cette époque-là, sauf que tu vois, pour moi, ça n'était pas un, puis mon animateur, il m'a jamais dit Pierre-Luc, faut aller voir une orthophoniste. Lui, il le voyait vraiment comme juste, ben, il parle de même, fait qu'en durée là, vous sacrez votre camp. Puis, c'est ça qui est vraiment plaisant. Tu sais, c'est sûr que je n'aimerais jamais tout le monde en parle, mais, puis, tu sais, en plus, je suis né en Colombie, fait que... Ben encore ça. là. Moi, je te... Mais tu sais, je veux dire, Puis comment t'écris aussi, c'est super bon. Moi, je trouve, ben pourquoi pas? Merci. Faudrait, en fait, merci, que tout le monde en parle. C'est ça qu'il faudrait. Ben, moi, j'aimerais bien ça. Ouais, s'il te plaît, fais-le. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est comme, tu sais, moi, j'ai un peu tassé ces ambitions-là, mais si arrive, ça a des beaux bonus. Comme ça, moi, je le vois, tu sais. En on parle de casting, c'est mon industrie marche de manière très bizarre avec aussi l'ethnicité des gens. En tant que brave gaillard né en Colombie, qui s'enligne vers ses 37 ans, vers ses 38, c'est plein d'affaires qui me sont pas favorables à cette industrie. Cependant, je peux faire ce que je veux. Il y a personne qui m'empêche de louer une salle puis d'inviter le monde à venir me voir. Il y a rien qui m'empêche à venir liker, mais viens me liker sur Facebook et Instagram, pas tout courant. Puis il y a personne qui m'empêche de parler de ce que je veux. Fait qu'à travers tout ça, j'ai aussi la liberté artistique de faire ce qui me tente, puis ça, c'est vraiment le fun. Je peux écrire un livre sur un changement de carrière parce que j'ai rien à faire en janvier, puis turns out que ça arrive puis que c'est un projet qui arrive. Et je peux faire un show à la fin du mois, puis je fais ce que je veux. Puis ça, c'est vraiment, vraiment libérateur parce que je me suis permis, peut-être une fois plus, parce que quand que je parle vite, je m'en rends pas compte, mais je me suis permis de jamais m'arrêter par ça. Puis au pire, je vais répéter. Puis au pire, ça m'est arrivé assez souvent que les gens fassent semblant de comprendre que je réalise que je survis quand ça arrive. Dans une vraie discussion, tu sais, quand tantôt je parlais comme « Hey, telle affaire! » Puis là, dans un bar super tough, puis là, genre, je vais te commander un drink qui est super long à dire. Ben... Au pire, j'ai tout le temps survécu quand le monde comprenait pas. Fait que, même s'il y a des portes qui peuvent se fermer à cause de ça, il en reste en masse d'ouvertes pour pouvoir vivre et être heureux là-dedans. Là. J'avoue. Puis moi, j'ai lu plusieurs de tes textes sur Urbania, là. C'est tellement bon, là. Je trouve que, tu sais... Mais merci. T'écris bien, c'est intelligent. On voit le côté geek, là. Tu sais, on voit quand même ton côté geek, mais il y a de l'humour. Tu sais, en même temps, c'est savoureux, là. Puis je trouve que c'est ça pour ceux qui veulent. On va tout mettre les liens, là, de ce que tu fais là, dans la description de l'épisode, là. Mais tu sais, je trouve que c'est super varié de quoi tu parles, là. Tu t'essaies des tests de, OK, là, je fume du cannabis, puis je vais essayer d'écrire un texte d'humour avec cannabis ou sans cannabis. Ça va être quoi la différence? C'est oui, nice. Tout à fait. Puis, tu sais, t'as plein d'affaires. Je lis un livre sur les finances personnelles. J'essaie le jeûne intermittent. Tu sais, c'est plein d'affaires. Puis, je trouve que c'est ça. J'ai eu... Écoute, moi, j'adore te lire. Puis, le podcast 3 bières aussi, super populaire. Vous avez reçu... Mon Dieu, vous avez reçu tout le monde du showbiz québécois, là, quasiment? Quasiment. Puis, tu sais, une affaire qui est le fun aussi, c'est que... je pense que tout ça vient aussi avec notre relation avec l'échec. Dans le sens que quand j'étais actuaire, on faisait des mathématiques, évidemment. Puis j'ai l'impression que faire des maths, c'est apprendre à échouer sans arrêt. C'est pour ça que les gens aiment pas ça. C'est parce que tu passes ton temps de planter, puis après, il fallait creuser où tu t'es fourré. Essentiellement, c'est que c'est passé. Ouais, moi, je dois dire que j'ai abandonné les maths, mais je j'aimais pas ça tant que ça. C'est ça. Puis tu sais, ici, il se passe un phénomène sociétal qui s'appelle l'anxiété des mathématiques. Mais à part de ça, je veux dire, au niveau individuel, c'est plate de faire des maths parce que c'est tough, puis t'arrêtes pas de te tromper, puis t'arrêtes pas de te tromper, puis t'arrêtes pas de te tromper. Il y a personne qui, genre, c'est très difficile des mathématiques. Puis même moi qui a eu mon bac en maths, où est-ce qu'à un moment donné, à la fin de mon bac, j'avais des cours avec juste des lettres grecques, aucun chiffre, là, parce que c'est juste des concepts abstraits, puis des epsilon, puis des affaires de la même. Ben... Je passais mon temps à me planter, puis... Ouais, là, Judith a fait un signe... je sais pas comment décrire ça en restant politically... Oui, quelqu'un qui veut pas vivre ça. Mais mettons que je suis emoji parce qu'il a peur, là, je suis comme... pour dire... genre... ouais. Ouais, exact, mettons. Ouais.
Mais tu vois, tout ça pour dire que moi, je pense que dans ma formation, j'ai appris à dealer avec l'échec vraiment souvent. Fait que c'est pas parce que j'ai coulé les cours, vraiment juste parce que c'est tough à prendre des maths, puis tu passes ton temps à te planter constamment. Puis pour... là, t'as une petite base, fait que là, OK, comment ça marche pour faire ça un peu plus compliqué, puis un peu plus compliqué, un peu plus compliqué. Ça veut dire que à travers tout ça, j'ai vraiment appris à échouer plus souvent qu'autrement. Puis quand je pense à ma vie dans ce très large, c'est quand j'étais jeune, mes parents trouvaient que j'étais trop de mon bord tout seul à jouer à des jeux vidéo, fait qu'ils m'ont dit équipe de hockey. Puis dans mon équipe, les Flammes de la Prairie, on a gagné 0 game, 0 en 3 saisons, à part une à Marieville dans une game hors concours. Puis c'est niaiseux, mais échouer dans la vie, ça va arriver. Fait que si en guillemets t'échoues une locution, ou si t'échoues une phrase, ou si t'échoues juste un numéro complet, j'en ai vu du monde se planter pendant 8 minutes complètes dans le silence total. Même dans 15 récemment, j'en ai vu une, c'était pas le fun à voir, mais elle a survécu et elle mange un matin, là. Fait que je pense qu'il y a ça aussi, il y a comme juste se dire que c'est pas si grave que ça. Si t'as un trouble de la parole, les gens vont finir par le comprendre pareil. Pour au pire, si tu le comprennent pas, ben tu parleras d'autres mondes. C'est tout. Ça manque pas. Mon Dieu, tu parlais, puis j'arrêtais pas d'hocher la tête tout le long. J'étais comme, oui, c'est tellement vrai. Je pense que le plus grand échec, c'est de ne rien essayer, de ne rien risquer, là. Je me reconnais vraiment dans ce que tu partages, là. Parce que c'est vrai que j'ai vécu un peu la même chose, tu sais, de faire une présentation, par exemple, où je bégayais vraiment beaucoup, puis après ça, je me dis, je suis pas morte. Je vais juste voir ce qui m'a dérangé dans ma présentation, puis analyser ça, puis aussi être à l'aise avec le fait que le contrôle, parfois, je l'ai pas toujours, tu sais, puis c'est ça, je suis juste pas morte. Cette semaine pour Urbania en primaire, en fait, je pense qu'elle a été postée, mais c'est... moi, je me tape moins sur la tête cette semaine. Puis, ça a rapport je l'ai vu, c'était super bon! Oh mon Dieu, j'encourage tellement les gens à les lire, j'aime ça. C'était tellement excellent. Ben, tu vois, le compte-rendu s'en vient, je l'ai fait, là, la semaine. Ouais, on le mettra dans nos références. Sûrement que la suite va être sortie. Mais tu vois, c'est tout à propos de l'histoire que tu te racontes. On se parle de l'histoire que tu te racontes, mais ça, c'est vraiment ça. T'as le choix entre voir les 3 phrases que t'as eu la misère avec, ou voir les 97 que ça a bien été. C'est comment est-ce que tu vois ça, le même événement peut être vu d'autre manière. Fait qu'au lieu de sortir de scène en disant « Ah, Pierre-Luc, t'as fucké un punch encore », tu peux me dire « Hey, t'as juste fucké un punch ». Puis c'est la même affaire qui s'est passée, puis ça change vraiment le point de vue, puis aussi ça enlève le stress. Puis quand t'es moins stressé, généralement ces choses-là, dans mon cas, moi, ça va juste mieux. Fait que il y a vraiment aussi, tu sais, je sais pas si c'est neurologique, je sais pas si c'est musculaire. Cependant, ce que je peux te dire, c'est que quand on voit ça positivement, ça fait vraiment une grosse différence. Puis c'est peut-être pour ça que moi, en ce moment, je me sens apte à faire mon heure. Je sais pas, j'aurais été game de le faire sans avoir réglé ces choses-là ou d'avoir essayé de l'améliorer. C'est que depuis que j'ai commencé à faire des shows au mois d'août, même en avril, je suis tellement plus confiant sur scène parce que j'ai plus cette... Je suis pas en train de me dire hey, je m'en vais dans la piscine puis en plus j'ai un boulet à traîner puis il va falloir que non seulement que je nage mais que je traîne mon boulet. Là je suis juste hey, je m'en viens nager gang puis je suis déjà bon qu'imaginer maintenant là. Fait que ça m'a vraiment donné un gros boost de confiance juste de recadrer ma façon de voir les choses par rapport à mon problème d'élocution. Puis c'est ça qui est le fun là-dedans, je pense, c'est que quand j'ai comme commencé à apprendre que je pouvais parler, là, tu vois, là, je m'excite, fait que là, ma voix est plus forcée, là. Mais, j'entends je le disais, quand je m'excite, ça fait ça. Mais, c'est ça, comme je disais, quand j'ai commencé à réaliser que je pouvais contrôler ma parole, contrôler un petit peu mon débit, ça j'ai renversé. Genre, renversé. Je pouvais pas croire, je me sentais comme le petit Jimmy dans la finale de l'an 50 saison 1, là. Genre, je pouvais comme marcher devant tout le vestiaire puis le monde pourrait scorer des buts parce que je réinspirais à ce moment-là. Parce que j'en revenais pas, je croyais pas que je pourrais finir par dire l'École nationale de l'humour, et Chris, moi j'ai rushé là-dessus. Mais genre, mettons, c'est une affaire que j'ai toujours trouvé dur à dire, c'est celle-là. Fait que quand que je sais que je suis à l'aise, je peux dire École nationale de l'humour, puis là je suis correct. Fait que je suis ok, cool, je suis en contrôle. Moi c'est mon
c'est ma petite toupie dans Inception, savoir dans quel univers que je vis, c'est ça. Fait que je peux la dire, puis le N, j'ai vraiment de la misère, c'est avec ce national-là. Fait que c'est juste ça, c'est juste comme se rendre compte des fois que, oh, Pierre-Luc, là, tu t'énerves, ça descend plus bas, pas plus grave que ça, puis on continue après. Ouais, je pense que en tant que futur orthophoniste, une des choses les plus importantes dans une thérapie, c'est pas nécessairement que ton bégaiement ou que ton bredouillement paraisse plus, mais que tu le connaisses tellement mieux puis que tu l'explores à fond pour le manipuler plus à ta façon ou le vivre plus à ta façon. Fait que toi, de savoir, de comprendre ce que le bredouillement c'est, puis de savoir comment ça fonctionne, de savoir que quand tu parles plus lentement, ça t'aide vraiment, mais ça, c'est un outil dans ta boîte à outils, ou comme un autre de mes amis dit, c'est des couleurs dans ta palette. Puis c'est comme si t'es un artiste qui apprend à gérer sa parole, tu sais. Fait qu'il y a des jours où ça te tentera plus de parler plus lentement, il y a des jours où ça te tentera plus de faire de la méditation. Puis tu vois, ce qui est drôle là-dessus, c'est que... Oui. Ce qui est drôle là-dessus aussi, c'est que j'ai commencé à écrire un numéro là-dessus, puis l'affaire que je vous avais parlé, c'est que moi, je trouve que le mot bredouillement, c'est vraiment gênant. Je trouve que ce terme-là il me semble que genre le mot bredouille, c'est genre quand tu vas au casino puis tu mets tout sur le rouge puis tu sors de là avec un tonneau puis des bretelles. Là. C'est ça, genre hey, je cherche bredouille de tout ça. Fait que je trouve que ça fait vraiment ticoune comme expression. J'aime vraiment pas l'expression bredouillement. Puis j'ai décidé d'utiliser sur scène encombrement. Ça existe pas, mais c'est la traduction anglaise de cluttering. Puis ça va être ça. Parce que je déteste l'expression bredouillement. Puis je trouve ça... Comme je me souviens, quand j'avais lu un texte sur le cluttering en anglais au début, ah oui, c'est vraiment, vraiment cool. Puis j'ai eu en français, ah, je bredouille. Tu sais, genre, au lieu mais de comme... Mais c'est vrai, hey, je suis tellement d'accord avec toi, là. C'est vrai. Ouais, moi aussi. Je trouve ça extrêmement, comme, tu sais, genre, vraiment gênant, là. Puis, tu sais, ici, on est entre orthophonistes puis gens qui connaissent ça, fait que c'est moins gênant. Ça n'a pas le sens propre de bredouille, mais tu sais, il me semble que bredouille c'est genre gazouiller dans ce genre de son-là, tu sais, c'est pas vraiment exactement ce que c'est. Puis je trouve qu'en plus cluttering c'est exactement ça. Encombrement, je trouve que c'est exactement ça. J'ai juste envie de dire trop de mots en même temps. C'est comme juste trop de monde qui veut sortir du métro en même temps. C'est juste ça. C'est ça qui se passe dans ma bouche. Fait que je sais pas qui est traduit ça en bredouille, mais je pense qu'on devrait le poursuivre en cours. Mais j'avoue, non, mais t'as raison, tu sais, souvent, c'est ça qui est dur de traduire des mots, tu sais, en anglais, on trouve que ça fait tellement de sens, puis là, on arrive en français, puis il semble que ça sonne bizarre, mais encombrement, genre, c'est l'affaire la plus simple à traduire. C'est que je trouve vraiment plate de ça, c'est que c'est vraiment, le mot était là, puis t'es comme, ah non, l'autre mot à côté. C'est vrai, tu sais, je veux dire, ouais, faudrait essayer de trouver, ou de le dire, genre, bredouillement, je sais pas, va falloir voir comment qu'on peut faire... pour peut-être tranquillement essayer de partir un mouvement, tu sais, puis changer le mot. Ouais, je trouve vraiment laid. Puis je trouve, comme je trouve qu'il y a, il y a vraiment comme un élément gênant / humiliant, même, je dirais, avec ce mot-là. Je l'aime vraiment, vraiment pas. Fait que, ça c'est une genre d'astérix à toute la patente, là. J'avoue, puis... J'ai cette même... pardon. Ben c'est juste, je me demandais, parce qu'on avait parlé un petit peu... avant l'enregistrement, tu sais, justement, tu sais, le bredouillement, bon, OK, mettons qu'on nomme encombrement. Mais, tu sais, souvent, c'est génétique, c'est dans la famille, c'est héréditaire. Puis là, on se demandait... Parce que ça aide aussi en tant qu'adulte de dire, bon, OK, j'ai ça, mais pourquoi, tu sais? Puis là, c'est ça, je t'avais demandé en rencontre avant, t'en as-tu dans ta famille, tu sais? C'est souvent, c'est les hommes, un peu comme le bégaiement, il y a plus d'hommes que de femmes qui ont de l'encombrement dans leurs paroles. Puis... c'est c'est le père, grand-père, oncle, là, exemple. Là. Puis de ton côté, c'est ça, tu sais pas, hein, c'est ça? Moi, je suis né à Bogota, en Colombie. Puis mon père est inconnu, puis ma mère m'a donné en adoption, est partie la nuit qu'elle a couché de l'hôpital, carrément, genre. Fait que j'ai été adopté par une Beauceronne et un Rimouskois. Et j'ai absolument... quand j'étais jeune, j'avais les Argents pis tout ça d'Argère de ma mère.
Puis c'est parti avec le temps parce que j'ai grandi sur la Rive-Sud de Montréal. Mais sinon, fait que j'ai aucune connaissance de mon historique. Puis dans mon entourage, personne a des troubles de langage. OK. Ben ça, c'est intéressant. Tu sais, moi, j'ai des clients qui arrivent... justement, ça arrive souvent un petit peu plus tard, hein, bredouillement, encombrement, en tout cas, tu sais, versus le bégaiement. Quand disons bredouillement, c'est ça le terme ça me dérange pas. Ouais, c'est ça, je vais dire bredouillement, mais en tout cas, on le sait que dans notre tête, encombrement, on l'aime bien. Ben, en même temps, plus qu'on utilise un mot, plus on crée une nouvelle norme. Mais je suis orthophoniste, moi, fait qu'après, si tu te ramasses... On peut profiter de ce podcast pour contribuer à ce changement. Comme je dis, je suis orthophoniste, fait que moi, je vais pas demander des clients et des patients à dire le mot qui est pas le mot dans le dictionnaire puis le mot que tu peux pas googler, là. Oh, on pourrait dire juste cluttering, on pourrait dire en anglais aussi, tu sais. Vu que ça, on est tous d'accord, cluttering, là, comme... Ouais. Mais tu sais, c'est ça, souvent, les gens vont arriver un petit peu plus tard, vers 6, 7 ans, 8 ans, puis là, souvent, c'est l'entourage qui va dire « Ah, on comprend pas bien quand tu parles, il y a des bouts qu'on comprend pas, ça va vite. » Des fois, c'est le professeur aussi qui en parle aux parents, versus le bégaiement, souvent, c'est plus jeune. À 3-4 ans, il y a des difficultés typiques du bégaiement qui apparaissent dans la parole de l'enfant. Puis aussi, c'est ça, ce que je trouve, c'est que quand l'enfant vieillit, comme on a dit, tu sais, souvent, ça lui dérange pas, c'est super typique. Mais souvent, c'est ça, je demande, mais regarde, tu sais, quand ton papa parle ou quand ton grand-père, tu sais, puis moi, j'en ai un, même adulte, qui a dit « Oh, mon Dieu, mais mon frère parle de même, mon père parle de même. » Puis justement, c'est juste sa mère chez eux qui bredouillait pas. Puis c'est comme si c'était une élimination qui a fait « Oh my God, mais oui, on parle de même. » Puis justement, quand ils sont ensemble, là, unleash le cluttering, là, tu sais. Ils se comprennent, ça va vite. Mais puis là, la mère est comme, oh, des fois, elle comprend pas trop. Puis c'est elle qui va dire, j'ai pas compris, tu sais. Mais c'est ça aussi, ça aurait été intéressant parce que je suis pas mal sûre que dans ta famille, il y aurait, en tout cas, fortement, il y aurait sûrement, c'est ça, sûrement quelqu'un qui a du cluttering, tu sais. Moi, je sais qu'avant moi, ma mère, elle a aussi mis 2 autres petits gars en adoption. Fait que si vous voyez 2 autres latinos qui clutterent, c'est peut-être mes frères. Peut-être c'est peut-être mes frères. Ça donne peut-être un autre signe. Peut-être d'aller sur Ancestry DNA. Juste parler-leur, puis essayez de leur faire dire École nationale de l'humour, voir si ils sont capables de le faire, puis c'est capable. C'est le test ultime. École nationale de l'humour. Puis, toi, tu considères que tu parles vite. Est-ce que, avec une autre personne qui bredouille, si tu as déjà eu la chance de jaser avec une autre personne qui s'encombre, je vais le dire comme ça, est-ce que tu comprends plus vite aussi? Comme, est-ce que tu trouves, mettons, que je parle vraiment lentement? Je pense que mon cerveau va en général plus vite que les autres. Comment dire ça? Dans la dernière année, il y a plus qu'une personne qui m'a peut-être suggéré que je faisais de la douance. Fait que ça veut pas dire que je réfléchis mieux, mais juste plus rapide. Fait que c'est une affaire souvent que je dis, parce que j'ai pas toujours les bonnes conclusions. Mais ouais, genre, je pense que ça va vite dans ma tête. Fait que c'est pas que tu vas lentement, c'est pas l'univers va lentement, c'est juste que je pense rapidement. Fait que c'est juste que les gens, ils valsent, puis moi, je suis rendu heavy metal au niveau de mon beat, là. Fait que c'est juste ça. Ouais. Penses-tu, mettons, là, si on était dans un monde parallèle avec juste des gens qui bredouillent, OK? Puis tu faisais un show d'humour en ne contrôlant rien puis en bredouillant vraiment naturellement. Puis ton public, c'est des gens qui bredouillent. Est-ce que tu penses que s'ils étaient tous comme toi, est-ce qu'ils comprendraient tout ce que tu disais? Je pense que quasiment oui. Genre, comme je t'ai dit, lorsque des gens parlent rapidement, les gens qui parlent rapidement me comprennent mieux en général. Puis ça fait en sorte que je parle encore plus vite, puis ça fait que l'autre personne parle encore plus vite, puis là, je me souviens à un moment donné, j'animais une soirée dans un bar qui s'appelait Zaz Bar, puis à un moment donné, après, je parlais avec une spectatrice au bar, puis les deux, c'est pas une balle de ping-pong, c'était, tu sais, les petits guns à balle de de tennis, là, puis ça allait vraiment, vraiment vite. Puis même le barman qui est habitué de me voir là régulièrement toutes les semaines, il était comme « Hey, là, j'arrive même pas à vous suivre. J'arrive pas à vous suivre, vous allez tout bien trop vite. » Puis, fait que je pense que oui, parce que, comme je te dis, les gens qui eux, parlent vite, comprennent peut-être que leur cerveau, au niveau du langage, fait qu'ils comprennent mieux parce que je veux que leur dialogue interne, le monologue interne, il est peut-être aussi à cette vitesse-là. Dans le sens que, d'ailleurs, dans le podcast, qu'on a parlé au début de ce podcast-ci, le gars disait qu'il y a beaucoup de monde qui clutter en réfléchissant.
Ça m'a vraiment mind-blowné parce que ça m'est jamais arrivé ever que mon discours interne sans faire genre des mots, là. Même que des fois, ça arrivait des fois l'inverse. C'est comme j'écris un mot pour du stand-up et être comme, hey, cette phrase-là va être tough à dire pour de vrai, là. C'est comme, on dirait que mon discours interne, il va super bien, là. Ah, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. Fait que même quand c'est ça. Puis parce qu'il y a certains aussi parallèles, là, parce de ce qu'on connaît du bredouillement, ça serait associé plus souvent à certaines autres différences ou problématiques. Donc, justement, troubles de langage écrit. Tu sais, justement, quand on dissexie des orthographies, par exemple, ça pourrait être un petit peu plus fréquent. Des troubles de langage, TDAH, les troubles d'attention, bégaiement, si on en a parlé, là, parce que c'est quand même le trouble qui est le plus fréquent avec le bredouillement, là. Juste pour donner une idée, là, c'est à peu près sur 3 personnes qui bégayent, il y en a à peu près une qui bredouille, là, ou qui a du bredouillement aussi, là. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus fréquent, mais c'est intéressant parce que même en orthophonie, là, on a un exemple d'un adulte qui bredouille. On pourra mettre le lien dans l'épisode, là. Mais même quand il écrivait à l'ordi ou à la main, là, old school, là, avec un crayon, c'est comme s'il y avait du bredouillement à l'écrit. Tu sais, on voit plus les lettres, c'est plus clair quand il écrit à la main. Puis même à l'ordi, c'est les mêmes erreurs qu'il aurait dites, qu'il aurait faites à l'oral. Fait que là, mettons, il y a des sons qui sautent, il y a des exemples qui sont en ligne, là, c'est en anglais, là, c'est un British, si je me souviens bien, cet homme-là, qui est décédé maintenant, mais qui s'est beaucoup, beaucoup impliqué, là, dans l'association, une association en bredouillement. C'est-tu la International Cluttering Association? Il me semble que c'est ça. On mettra les liens, là, si vous êtes curieux d'aller voir ça, là, il y a des exemples, puis on entend aussi, il y a des extraits audio de cet adulte-là qui parle, qui est comme un exemple typique, là, je dirais, de cluttering, là. Ben, j'ai envie d'embarquer là-dessus, parce que moi, quand j'écris, je fais des erreurs aussi. Notamment, moi, le mot « pas », quand j'écris, là, mettons, je ne veux pas, là, une fois sur 4, je l'écris pas. Puis ça m'est arrivé hier, justement. J'avais dit, mettons, pour le show, j'ai invité mes parents à venir voir le show, puis je leur ai dit, je voulais leur dire, venez pas en avant, je vais pas vous voir sur scène, genre, je vais pas vous voir, je vais vous mettre dans le fond, là. Parce que c'est vraiment, des fois, stressant de voir du monde direct devant, puis tout ça. Puis j'ai oublié mon pas. Fait que là, effectivement, ça arrive des fois que, genre j'ai écrit un message, puis j'en ai envoyé exactement l'inverse de ce que je pense. Puis des fois, c'est vraiment comme plus gênant, parce que c'est un sujet super grave, de comme... tu sais, on a vécu, moi je suis arrivé avec de l'humour dans l'époque du MeToo, fait que quand il manquait un pas dans une opinion importante, c'est moi de dire que je suis comme, ah non, je voulais dire ça! Genre, tu sais, comme, fait que, il y a beaucoup de trous dans le langage que j'ai, même que, à un moment donné, sur la jeu vidéo, si vous avez joué à The Last of Us Part 2, j'ai écrit genre 2800 mots sur la finale pour dire comment elle est bonne, puis j'ai fait des analyses de la finale, ça aurait été différente, ça aurait pas été le même message, puis la philosophie derrière le jeu, ce qu'ils veulent dire, puis transmettre par rapport à la vengeance, par rapport à la justice, tout ça, puis moi, mon boss m'a juste dit « Hey, excuse-moi, il y a trop de phrases qui n'ont pas de sens, puis tu les réécrire. » Puis des fois, ça m'est arrivé juste une fois à ce point-là. Ça m'est arrivé des fois qu'on me dise « Hey, il te manque des mots, Pierre-Luc. T'es comme moi, fait qu'il faut vraiment lire mot par mot. » Puis ça, c'est même quand je me suis relu à voix haute, là. Mon cerveau compense pour les mots qui manquent. Vraiment juste en « Hey, s'il manque, me le rajouter, c'est tout. » Fait que... puis malgré tout ça, ben, j'ai écrit un livre. Puis malgré tout ça, ben, j'écris pour Urbania. Puis malgré tout ça, j'écris pour des jeux vidéo. Fait que je vois plus même si... On est chanceux qu'on vit à l'époque parce que des laptops puis quelqu'un peut aller sur Google Docs pour te corriger. Fait que profitons-en. Puis c'est ça qui est le fun de nos jours, c'est que c'est le meilleur moment pour l'avoir, ces problèmes-là. Parce que c'est corrigeable plus facilement qu'avant. Mais c'est vrai, puis juste pour être sûr là, que, tu sais, on mêle pas personne, là, dans le sens que avant là, le bredouillement, on le voyait vraiment comme quelque chose qui était comme multi... tu sais, ça peut être des difficultés un peu reliées à plein d'affaires. Tu sais, le langage, la parole, l'écriture, la lecture. Mais maintenant, on sépare vraiment dans des cases, si on veut. Fait que le bredouillement, on parle vraiment que c'est un trouble de parole. Fait que c'est quand je parle. Puis ça peut être associé à un trouble de langage écrit, peut-être, ou à un trouble d'attention, ou à un trouble de, ou à un bégaiement, ou à autre chose. Fait que, tu sais, c'est ça aussi qui est comme récent, là. Fait que, tu sais, ça se pourrait peut-être que... Mais encore là, si tu me dis je manque juste des mots quelquefois, c'est pas un trouble de langage écrit, ça, par exemple. Tu sais, je veux dire, je te rassure, là, dans le sens que ça serait plus important que ça, là.
Mais ça, c'est ça, tu sais, peut-être, on disait aussi de l'attention, peut-être que, tu sais, t'es un garçon quand... t'es un garçon... c'est comme qui on dit même, mais t'es un garçon un peu... Des fois, tu dis impulsif, tout ça. Ça se peut aussi que peut-être t'as des certains traits d'impulsivité, d'inattention, tu sais. Là, jusque-là, à côté, pour le diagnostic, je sais pas, mais je veux dire, puis encore là, c'est pas nécessairement mauvais, là. Moi, je trouve que les personnes TDA, TDAH, là, moi, j'adore ces gens-là parce que, tu sais, ça va vite, il y a plein d'idées, plein d'affaires, puis ils sont souvent... ils ont de l'énergie, je sais pas, mais tu sais, souvent, c'est... La planète est en bas de chez eux, puis comme, spontané, oh, j'ai mis une ceinture, faut que j'en monte en haut. Mais c'est ça, une fois plus, c'est ça qui était difficile pour moi, c'est de réaliser, est-ce que ce problème-là est un problème de moi ou c'est un problème qui... Tu sais, ça peut se faire de mélanger les deux. C'est pas un trait de finalité, mais ça s'arrange, ça vient de moi essentiellement. Puis, je pense que essentiellement, ces questions-là sont si importantes que ça pour quelqu'un qui le vit pas vraiment. Tu sais, ce qui est plus important au niveau pragmatique, c'est est-ce que je peux le contrôler, puis comment est-ce que je peux le ressaisir si c'est important pour moi. C'est clair. Puis ça te permet de faire tellement de... C'est ça, t'es super polyvalent, tu travailles avec plein de médiums, t'écris, tu fais du stand-up, tes podcasts, ça fait des années que tu fais ça, fait que ça te permet de tout faire ce que tu veux. Puis justement, t'as ta propre couleur. C'est ça qui est vraiment super cool. Puis j'espère que tu vas être un super beau modèle pour les gens qui écoutent puis qui se demandaient « Ah, tu sais, ceux qui pensent qu'ils ont peut-être du bredouillement puis qui t'écoutent puis qui se rendent compte « Ah, ben peut-être que c'est ça que j'ai, peut-être. » Mais tu sais, justement, ton message est tellement, positif puis comme t'as tout fait dans ta vie pour être heureux, tu sais. Puis c'est ça aussi que tu parlais dans ton livre, là. Ouais. De changer de carrière si vous êtes pas bien... Organisez-vous pour être heureux dans la vie. Fait que tu sais, t'es tellement un beau modèle à tous les niveaux, là. Pas juste sur la parole, mais sur toute ta vie, là. Je trouve que t'es super inspirante, tu sais. On va justement mettre ton livre dans les références de notre épisode. Ça s'appelle « Comment lâcher sa job de bouette et essayer de vivre de ses rêves. » De ses rêves. Ben, tu vois, justement, même mon titre, j'ai trouvé difficile à dire pendant un bout de temps. Fait que j'ai pratiqué mon titre parce qu'il est vraiment... Moi, j'aime vraiment les titres longs. Je trouve ça le fun. Je trouve qu'on est dans une période de titres courts. Puis moi, je trouve ça vraiment le fun. Tu sais, dans le temps, à ZooFest, le petit show qui a été refusé, mais le show, c'était avec mon amie Jessica Chartrand, qui va faire ma première partie d'ailleurs. C'était Pierre-Luc et Jessica voulaient trouver un nom vraiment simple et punchy pour leur show, mais c'était ça là finalement. C'est ça le nom du show, genre. Puis j'aime vraiment ça. Fait que c'est super dur à dire, mais juste je me pratique d'avance, puis je vais pouvoir après être en entrevue. Puis oui, plaçage, je sais où prendre ma pause. Je sais de prendre où entre essayer, entre parenthèses, vivre de ses rêves. Puis là, genre, après, je peux faire comme ça. Tu sais que le fun de mon problème, c'est que il y a des solutions, faut juste que je les trouve. Puis des fois, c'est rendu rare que la solution, c'est changer de mot, là. C'est vraiment rendu rare. Ah, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu faisais avant ou que tu as tendance à faire? Que quand tu sens que tu vas t'encombrer sur un mot, tu vas changer de mot? Absolument, tu sais, des fois, il y a des débuts de mots que je vais rusher, là, comme, mettons, École nationale de l'humour, ou des choses comme ça. Puis, tout ce que je trouve, faut que je trouve l'intonation pour le faire. C'est École nationale de l'humour. Puis là, genre, oh, ça va tout le temps bien quand j'ai fait comme ça, à la place de se puncher. Fait que, mais oui, surtout, avec le temps, je le sais quand que je vais avoir comme, tu sais, mettons, moi, les mots oubliés, obligés, dans une phrase, je les trouve tough. Moi aussi. Ouais. Je les trouve tough, ces mots-là. Je suis comme... C'est bizarre parce que, parce que par eux-mêmes, ils sont super faciles, mais comme dans la vie, t'es pas obligé d'être comme les autres. Faut que j'arrête quasiment comme si j'étais genre... Moi aussi. En char devant une bosse dans la rue, puis là, faut que je vais pas comme péter mon char, là. Fait j'adore cette... Devant un nid de poule, là, à Montréal, un gros nid de poule, là. Exactement. C'est ça, exactement. Fait que j'essaye de pas plus le faire, mais... À cette heure, je peux contourner le problème. Fait que, au lieu de changer de mot, je préfère juste me pratiquer à l'avoir comme il faut. Puis au pire, me reprendre. Parce qu'une fois plus, je trouve que... J'en parle pas mal, mais en réfléchissant, je trouve qu'on se met beaucoup de pression dans la vie. Puis surtout, lorsqu'on a ce problème-là, des fois, on met la loupe sur une affaire que les gens regardent pas. Là. C'est pas grave si on se foire dans un mot, c'est pas la fin du monde. Même si t'es enregistré dans une émission de radio. Tu sais, quand j'ai entrevu récemment au 98.5,
Isabelle Maréchal, sur le téléphone, ce qui est pas optimal pour faire une entrevue. Et tu sais, en ce moment, on est enregistré en vidéo, on se voit pour les gens qui se le demandent. Fait que déjà là, on a des réactions, on peut rajouter un peu plus, mais là, à un moment donné, je me souviens, je sais plus quel mot que j'ai rushé ben raide, puis j'ai fait « Hey, excuse-moi, je vais le faire comme il faut ce mot-là. » Puis là, elle a fait « Ah, pas de problème. » Puis j'ai refait ce mot-là comme il faut. C'est vraiment comme... On se met trop de pression. Quand ça veut juste enlever la pression de ça, là, déjà, ça va mieux. Puis au pire, s'il y a un mot qui rush, c'est pas si grave que ça. Une chose qu'on montre aux gens qui bégayent à faire, c'est d'annoncer leur bégaiement. Est-ce que, quand tu nous disais tantôt qu'il y a parfois des gens qui comprennent pas ce que tu dis, est-ce que ça t'arrive de leur dire que tu bredouilles ou que tu t'encombres? C'est une question intéressante. C'est intéressant comme question. Quand que je m'enfargeais en stand-up, pendant un bout de temps, je disais « Ouais, je suis allé à l'école de l'humour. » Puis tu vois, je disais pas École nationale de l'humour parce que c'est trop tough à dire. J'allais à l'école de l'humour, puis j'ai pas été à l'école de l'élocution. L'affaire dans même, ça riait. Parce que, ou l'école de la prononciation. C'est bon, je me souviens plus ce que je disais. Fait que je disais comme l'affaire dans même quand je m'enfargeais. Comme ça, puis là, ça rit parce que je me suis enfargé, puis on continue. Fait que... c'est bon. Vraiment. Fait que c'est ma manière à moi de le faire. Puis ça, c'est pré-diagnostic, si on veut. Là. Fait que de nos jours, ben tu vois, en ce moment, je viens d'écrire un numéro là-dessus qui va être dans mon premier 15 minutes. Fait que ça va être comme quasiment une introduction. Vraiment comme, hey, juste avertir, gang, ça se peut chier des mots, puis on va survivre avec ça. Là. Fait que... Puis tu sais, malgré tout, j'en parle dans mon numéro, mais c'est arrivé pour de vrai. Il y a quelqu'un, il y a une boîte de pub qui m'a approché il y a 2 ans pour faire de la voix dans une publicité, là, malgré tout. Fait que c'est pas... Je sais que je parle... pour la plupart, les communs des mortels, c'est vraiment rapide. Puis c'est pas nécessairement positif en général, mais malgré tout, je m'en sors très bien. Là. Fait que je suis très content. Je suis pareil content que si je réussis 95% de mes phrases, puis il y en a 5% qui est plus difficile à comprendre, ben c'est déjà 95% de mieux. Je pense que comme on parlait tantôt qu'on est à une bonne époque pour vivre avec une variation de la parole, puis il y a justement une compagnie assez connue qui a approché l'ABC récemment pour pour connaître des personnes qui bégaient pour une publicité. Fait que je peux pas vous en dire plus que ça, mais c'est quand même un bon signe, tu sais, de voir qu'il y a des variations, que c'est tendance dans le fond de montrer ça maintenant. Ben c'est une bonne affaire. Tu sais, je pense que dans tout ça, au sens très large, le fait de pas avoir eu personne qui parle comme moi dans toute mon existence, ça fait en sorte que je suis tout seul de mon île, puis que ça me faisait, pour la première fois à 37, là, j'ai entendu quelqu'un d'autre parler un peu comme moi dans un autre podcast, puis être comme, tu sais, puis ce monsieur-là, comme tu dis, c'est un Néerlandais qui parle avec un accent anglais, fait que ça arrive moins, je pense que ça arrive un petit peu moins quand je parle en anglais, parce que je parle moins vite, parce que je parle dans ma deuxième langue. Mais, je trouve ça, j'imagine que quand que les gens qui bégayent pensent à leur bégaiement, il y a le classique « Ah oui, d'un cartoon », le petit monsieur qui est intimidé par la belle-fille, mais sinon, t'as aussi les jokes qui viennent avec ça, puis d'autres troubles, mais ce qui est le fun, puis on s'enligne vers ça, c'est qu'il y a plus en plus de gens qui parlent différemment, puis une fois plus, parler différemment, il y a beaucoup de monde, à cause que comment est-ce que c'est fait, quand les médias sont envoyés, puis tout, que parler différemment égale parler mal. Puis c'est pas ça, c'est pas vrai. J'ai écouté le podcast de Dominique Tardif, que j'aime vraiment gros, qui s'appelle « Deviens-tu ce que t'as voulu ?» Puis il a reçu, je pense que c'est Impost de Mosaïen qui bégaye, sauf quand il rappe. Puis... C'est dramatique. Dramatique, pardon, je me suis mélangé. Puis... je connais rien au rap, fait que c'est ça. J'ai avoué mon inculture là-dessus. Puis j'ai écouté le podcast au complet, genre ça n'a pas été la fin du monde là. C'est super correct là. Fait que pas plus, on est vraiment dans la belle époque où on peut s'exprimer peu importe comment tu le fais. Avant de conclure notre épisode, j'aimerais ça que tu nous parles de ton livre dont on a parlé rapidement tantôt, Comment lâcher sa job de boîte et essayer de vivre de ses rêves, essayer de, entre parenthèses. Donc, t'es passé d'un travail d'actuaire à humoriste à animateur d'un podcast. Comment est-ce que le bredouillement, tu l'as vécu dans ce changement-là ou comment est-ce que ça t'a influencé dans cette décision-là? Ben, c'est qu'à un moment donné,
j'avais plus le choix de pas l'affronter, là, mais de comme l'atténuer, là. Parce que, oui, c'est fun de pouvoir faire ce qu'on veut puis tout ça, mais là, j'avais le feeling que pour aller à une étape supérieure dans mon art, qui est un art oratoire, j'avais besoin de quand même venir régler mes pépins oratoires. Si t'as une voiture qui t'en vient faire une course bientôt, ben il faut t'ailler les bons pneus pour faire cette course-là. Fait que c'est plus à ce niveau-là que là, j'ai été chercher une aide orthophonique pour justement pouvoir être moi-même sur une scène. Une affaire qui m'a longtemps nuit, c'est de pouvoir être sur une scène puis être comme ça. Mais je peux pas faire ça. C'est pas ça du stand-up, c'est d'être honnête puis de livrer ses vraies émotions qu'on vit en ce moment à un public. Puis je peux pas être moi-même si je suis en train de prendre les techniques d'une fille de théâtre pour faire du Molière, là. C'est pas ça que je fais. Je fais du Paulique Racine, puis Paulique Racine, des fois, il s'enfarge dans ses mots. Puis des fois, Paulique Racine, ben à cette heure, il s'enfarge de moins en moins parce que, un, je peux répéter, puis deux, je sais comment le faire. Fait que c'est ça qui est vraiment vraiment fun. Puis par rapport à mon livre, je pense que ce que je suis chanceux, c'est d'avoir pensé de m'exercer puis d'avoir travaillé sur mon trouble d'élocution alors qu'on était en pandémie. Puis ça, c'est une bonne affaire pour moi parce que, mettons, 1 an avant, si dans la journée, j'apprends à faire mes initiations douces puis tout, dans la journée, puis le soir, je suis en show, le stand-up, c'est encore, pour moi, des fois une mélodie, une chanson humoristique avec une prosodie qui est super claire, puis tout ça. Fait que j'aurais eu la misère à le soir, tout défaire ce que j'ai fait dans la journée. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun, c'est de pouvoir, juste pendant quelques mois, me concentrer à parler plus doux, puis aussi, comme je faisais 3 bières par Zoom à ce moment-là, mon micro, je peux juste m'approcher si j'ai envie de pas parler fort, là. Fait que j'ai vraiment appris. Ça va être intéressant de voir à quel moment, dans l'histoire de 3 bières, je me mets à parler moins fort. Puis tu peux sûrement l'entendre le bout où est-ce que je me mets des fois à parler comme ça. Puis je m'en sors, bienvenue à 3 bières, podcast qui parle, je sais que vous envoyez, c'est ça. Tandis que juste un peu avant, je me mets à parler comme ça, comme j'ai commencé des fois en tôt parce que je m'excitais. Ah, je comprends. Fait que tu sais, c'est ça, quand en pandémie, tu avais comme de l'espace pour prendre le temps de vraiment te plonger dans ta parole, de pratiquer justement des choses que tu avais vues en orthophonie. Puis après ça, ben là, justement, avec le podcast, ça te faisait comme un moment plus normal, là, naturel, de parole, que tu pouvais tester tes affaires. Puis là, ben le confinement est fini, puis tout. Puis là, ben tu retournes en stand-up, puis tu retournes en show. Mais t'as comme toute cette pratique-là que t'as fait pendant l'année 2020. Fait que ça... C'est ça, puis je l'ai mis dans mon IGTV là, sur Instagram. Mais j'ai fait en avril mon premier show depuis que j'avais consulté. Puis c'était le roast d'une de mes amies, ça s'appelle Ariane. On avait roasté Ariane. Puis dedans, genre, il y a des légers problèmes de mots par bout. Puis c'est pas grave, le monde riait pareil. Puis c'est ça aussi qui est le fun de ce que je fais, c'est que je peux être devant des gens, puis eux, leur réponse est automatique. C'est ça qui est la beauté des choses, puis c'est qui est la pire affaire là-dedans des fois. C'est que les gens répondent de même, c'est-à-dire que tu es bonne ou pas bonne. Puis clairement, mes jours sont meilleurs qu'avant parce que j'avais des bons rires. Puis je me voyais aller, puis je suis comme, oh crime, ça c'est Pierre-Luc, c'est moi qui ai du plaisir sur une scène, c'est pas moi qui essaie de me faire comprendre sur une scène. Là. Ça fait une grosse différence. Puis, tantôt je le disais, là, je vais faire plus de shows, là, comme on peut tout en recevoir, du monde partout, tout ça. Fait que là, je fais plus de temps qu'avant parce que je suis comme, oh, crime. Là, j'ai des jokes qui marchaient moyen avant parce que j'avais de la misère à les communiquer comme il faut. Puis la star, je peux les réintégrer dans mon numéro puis pouvoir faire, pow, voici ma blague, ce qui est bonne, hein. Puis le monde fait, ben oui, elle est bonne, parce que t'es très drôle, Pierre-Luc. Hey, non, mais je te crois, là, puis c'est super cool. Puis tu sais, juste revenir vite avant de conclure sur le... Tu sais, tantôt, t'as dit si 95% de ce que je dis est clair, puis un 5% qui est moins clair. C'est drôle que tu dis ça de même, parce que moi, c'est vraiment ce que j'utilise en intervention, là. Une échelle d'intelligibilité, tu sais, entre 0 à 100. 0, ça veut dire qu'on comprendrait aucun son. On comprend 0, là. Tu sais, puis un petit dessin, là, qu'on a en orthophonie, là, c'est que la personne qui bredouille, là, toutes les lettres sont comme dans sa bulle de parole, là, toutes les lettres sont comme pognées une dans l'autre, on comprend rien. Puis le 100%, c'est qu'on comprend tous les sons, c'est clair, c'est intelligible parfaitement. Puis on se fixe un objectif, tu sais. Le client va se dire, OK, ben moi, je veux 80%
de ce que je dis, c'est clair, puis un 20% que, bon, des fois, c'est un peu moins clair, puis ça me va, tu sais. Puis comme tu dis, si toi, tu te fais, c'est un 95, tu sais, comme c'est super... en fait, il y a personne qui est à 100%, tu sais, jamais, parce qu'on a tout le monde, on a des petits bouts que, c'est pas clair, un mot long, intelligibilité ou CHSLD, tu sais comment que les gens en CHSLD durant la pandémie, tout le monde, François Legault, puis tout CHSLD, tout le monde est... Fait que c'est normal de pas être intelligible à 100%. Donc, c'est ça, après ça, c'est de voir qu'est-ce que le niveau que toi, t'es à l'aise puis ce que tu désires. Puis là, tant mieux, t'es allé te chercher des outils. Puis là, t'es capable de faire ton stand-up, t'as plus de fun, tu sens que c'est plus clair. C'est vraiment génial. Puis pour conclure, Pierre-Luc, voudrais-tu nous parler un peu de tes projets à venir dans la prochaine année? Ben, on vit dans des temps troubles qui sont très durs à prévoir. Fait que, venez me voir sur Instagram, @Pierre-Luc, c'est là que je poste mes choses, ou sur Facebook, Pierre-Luc Racine aussi. À part de ça, là, je vais avoir ma soirée d'humour à Montréal, qui va être hebdomadaire. Techniquement, c'est pas encore ça, on s'est confirmé, mais c'est comme à 98% confirmé. Sinon, je vais continuer à faire Trois-Bières. On va peut-être essayer de le faire plus souvent sur la route. On est à Québec le 19 août. Ça se pourrait que je sois dans le coin de Lévis le 4 septembre. Encore, c'est pas super clair. Mais tout ça est à voir et à confirmer sur mes médias sociaux. C'est là aussi que je partage mes articles d'Urbania et tout ça. Cool! Hey, merci tellement, Pierre-Luc. Merci 1000 fois. Ben merci vraiment à vous deux parler de ça. C'est le fun de pouvoir le faire post-consultation orthophoniste. Une affaire que j'ai envie de dire à des gens qui sont envoyés ce podcast-là sans... Peut-être parce que tu as un ami qui t'a envoyé ça parce qu'il pense que tu as mon problème. Moi, ce que ça m'a amené de voir une orthophoniste, c'est pas juste de pouvoir mieux m'exprimer, c'est la confiance en moi, c'est un sentiment de puissance, c'est un sentiment de contrôle. C'est 3 choses que j'avais jamais avant par rapport à mon élocution. Puis à cette heure, crème, tout ça me fait vraiment du bien. Surtout que, tu sais, maintenant, en stand-up, c'est 95% de confiance. Quelqu'un qui fait une blague en regardant à terre, c'est moins drôle que quelqu'un qui a fait une moins bonne en disant « c'est drôle, hein? » Fait que, déjà là, je me sens vraiment meilleur dans mon métier, simplement juste en étant plus confiant que je rush ma joke ou pas, là. Puis aussi, des fois, comme on l'a dit, on a notre propre loupe sur nous-mêmes, mais les gens le remarquent même pas, c'est moins pire qu'on pense. Fait que, c'est moins pire qu'on pense, puis moi, ça m'a vraiment aidé à plusieurs sphères de ma vie de consulter. Fait que, faites-le, il n'y a aucune gêne, puis ça fait juste du bien. Mais merci vraiment pour ces bons mots sur la profession d'orthophoniste qui sont, disons-le, des professionnels de la communication. Fait que je pense que tu l'as très bien dit. Mais merci beaucoup, encore une fois. Ça fait plaisir. Ouais, merci. Puis on se voit bientôt, Geneviève, pour un autre épisode. Salut, c'est encore nous. Je voulais juste vous dire que Je suis un podcast. C'est produit par l'association Bégaiement Communication, qui est un organisme communautaire. L'association Bégaiement Communication vise à soutenir les personnes qui bégaient pour favoriser leur épanouissement personnel, social et professionnel. Pour en savoir plus sur ces services, consultez le abcbégaiement.org ou encore suivez-nous sur les réseaux sociaux sous le nom ABC Bégaiement. Bye!